Bon, merci beaucoup d'être venu malgré ce froid printanier. Et donc, je vais vous parler de Dulcie September, mais je vais aussi vous parler de la lutte des femmes dans le mouvement de libération et au-delà du mouvement de libération, la place que les femmes sud-africaines ont pris dans cette lutte contre le système d'apartheid. Alors, en venant, je me faisais la réflexion que le calendrier nous réserve des hasards un peu étonnants, parce que le mois de mars est le mois du dieu Mars, du dieu de la guerre, et qu'en même temps, c'est depuis quelque temps un mois consacré aux femmes. J'ai trouvé que cette alliance de calendrier en mélangeant guerre et femmes étaient des mots qui n'allaient pas tout à fait très bien ensemble parce que, comme vous le savez, la guerre, c'est le bruit, la fureur, la mort, les femmes, la douceur, la tendresse, la vie. Voilà, donc je trouve que ça ne va pas très bien ensemble. Et pourtant, eh bien oui, les femmes sont en guerre. Mais pas seulement au mois de mars, toute l'année, et pas uniquement contre les hommes. Elles sont en guerre depuis toujours, contre la justice, contre les préjugés qui font d'elles des êtres faibles, qui ont besoin d'être protégés, qui voudraient qu'elles soient maintenues tout en bas de l'échelle sociale à cause de leur sexe, qu'on les cantonne dans certaines catégories de métiers, que leur vie soit formatée selon des stéréotypes culturels et sociaux, sous peine d'avoir mauvais genre, ou bien pire encore, un drôle de genre. Les femmes sud-africaines n'ont pas échappé à tout cela, mais en plus, à cause de la nature des systèmes politiques qui ont prévalu dans leur pays pendant des siècles, système colonial puis système d'apartheid, elles ont subi l'oppression de race et de classe. Comme partout ailleurs, elles ont lutté contre le patriarcat pour la reconnaissance de leur droit à vivre pleinement leur vie de femme. Donc d'abord, je me propose de vous parler de Dulcie September et puis ensuite des femmes dans la lutte de libération. Alors je suppose que vous savez, beaucoup d'entre vous avaient entendu parler de Dulcie September, voire l'avaient rencontrée même ici à Arcueil, mais un rappel quand même. Donc Dulcie était une métisse du Cap, elle était née au mois d'août 1935. Alors vous me direz la question qu'on me pose souvent, métisse, mais métisse comment ? Alors c'est un peu compliqué parce que là je vous ai mis une chronologie avec quelques dates pour vous familiariser un petit peu avec l'histoire de l'Afrique du Sud. Donc, vous le savez certainement qu'en 1652, le 6 avril exactement, il y a un monsieur qui débarque au Cap qui s'appelait Jan van Riebeeck. Et Jan van Riebeeck était un Hollandais et avait pour mission, il était missionné par la Compagnie orientale néerlandaise pour installer un comptoir dans la région du Cap, sur la route des bateaux qui allaient vers l'Inde. Il fallait un comptoir de ravitaillement pour les bateaux. C'était bien sûr des bateaux à voile. Et puis ce comptoir est devenu une colonie. Alors on ne va pas faire l'histoire de la colonie du Cap, mais il y a une colonie importante. Et au fur et à mesure du développement de la colonie, il faut bien sûr de la main-d'œuvre pour travailler dans les champs, voilà. Et les Hollandais ne font pas faire travailler les populations indigènes qui se trouvent là, c'est-à-dire les Khoi et les San. Ils vont préférer de loin faire venir des gens de leur colonie, donc Indonésie, Malaisie, vous savez, l'empire hollandais était important, donc ils ont fait venir ces gens dans la région du Cap. Ils en ont fait venir aussi de Madagascar, d'Éthiopie, mais ils n'utilisaient pas le personnel qu'ils auraient pu trouver sur place, ils avaient leur raison. Et donc ces gens-là se sont installés, la plupart étaient esclaves, puisque l'esclavage a été aboli en 1834, donc ces gens-là étaient... et évidemment, il y a eu des mélanges de populations. Donc pour ceux qui sont allés au Cap, vous avez probablement été, comme moi, un petit peu étonnés de la
variété des physionomies des gens qu'on peut rencontrer au Cap, parce que vraiment il y a eu un mélange extrêmement important de populations entre maîtres et esclaves, voilà. Donc Dulcie était une métisse. Voilà, mais je ne sais pas du tout. Et son nom de famille, September, est un nom typique d'esclave. Soit ils ont été achetés en septembre, soit l'ancêtre est né en septembre. Enfin voilà, c'est vraiment un nom typique d'esclave. Donc, cette petite fille, voilà, vit au Cap. Et puis en 1948, arrive au pouvoir un parti qui s'appelle le Parti national et qui va mettre en place tout un arsenal de lois racistes qui reposera uniquement sur le critère de fonctionnement du système d'apartheid, c'est la classification de la population selon la couleur de la peau. Alors ce Parti national, parmi ses dirigeants, il y avait des collaborateurs du régime nazi. Et ils étaient très imprégnés de toutes les théories de la supériorité de la race blanche. Alors, ils mettent en place leur système avec une constitution, avec des lois qui vont déterminer la vie des gens suivant la couleur de leur peau. Alors, la première des lois, c'était la loi sur l'enregistrement. Donc, à la naissance, on enregistrait les bébés dans une catégorie, noir, blanc, métis ou indien. Indien, pour des raisons aussi coloniales. Ce sont les Britanniques qui ont introduit les Indiens en Afrique du Sud beaucoup plus tard, en 1860. De cette classification dépendait la résidence. Vous n'aviez pas le droit d'habiter dans un quartier qui n'était pas de la bonne couleur. Et le régime d'apartheid va procéder à partir de 1948 à des déplacements forcés de population. C'est-à-dire que quand le gouvernement décidait qu'un quartier, par exemple au Cap, il y a un fameux district, c'est le District 6. Ce District 6 était un quartier entièrement mélangé. Il y avait, tous les gens vivaient là en bonne intelligence, toutes races confondues et toutes couleurs confondues. Le régime d'apartheid décide que ce quartier doit devenir un quartier blanc. Donc, c'est pas compliqué. On envoie l'armée, on met les affaires des gens dans les camions, on les embarque et on les amène dans un autre endroit. Donc, c'est ce qui s'est passé pour la population métisse du Cap, qui a quitté le centre-ville et qui a été installé dans une zone qu'on appelle les Cape Flats, c'est-à-dire, comme leur nom l'indique, c'est plat, c'est au niveau de la mer, c'est un peu marécageux, et donc on les a installés là, et il y a eu une ville, il faut l'appeler comme ça, une ville réservée aux métis qui s'appelait Asloan. Donc la jeune Dulcie va vivre à Asloan avec ses parents et sa sœur. Sauf que ça ne se passe pas trop bien dans sa famille. Dans sa famille, ça ne se passe pas trop bien. Le père est très violent. Dulcie est plutôt une ado un petit peu rebelle. Donc ça se passe très mal, il affiche à la porte. Vaille que vaille, elle réussira à faire des études d'institutrice. Et donc, voilà notre jeune Dulcie devenue institutrice. Et évidemment, là, elle va prendre encore plus conscience de l'horreur du système parce que, en tant qu'institutrice, elle est obligée d'enseigner l'enseignement au rabais que l'on réserve aux enfants non européens. Et donc, voilà, donc elle est vraiment très, très choquée par tout ça. Et en plus, une date importante, le 21 mars 1960. Le 21 mars 1960, il va y avoir un massacre épouvantable, c'est le massacre de Sharpeville. C'est-à-dire que la population manifeste contre une loi qui s'appelait la loi sur le port du pass, et ça va très mal se terminer, puisque la police va tirer, il va y avoir 69 morts, un nombre très important de blessés, environ 7 000 arrestations, l'état d'urgence va être décrété, enfin bon, ça va vraiment très mal se passer. Et la jeune Dulcie, bien sûr, va entendre parler du massacre de Sharpeville. Et elle va vivre ça très très mal. Et donc, avec des amis qui étaient comme elle, des jeunes un petit peu révoltés de tout ça, ils essaient de s'organiser. Donc d'abord, elle rejoint un syndicat enseignant, elle rejoint un mouvement qui s'appelle Abdouza,
qui est une union démocratique des peuples d'Afrique du Sud. Et puis finalement, avec un groupe d'amis, ils font un club qui va s'appeler le Yuchi-Shan Club, et comme son nom l'indique, d'obédience maoïste. Alors ces jeunes révolutionnaires sont un peu utopistes, un peu idéalistes. Ils pensaient qu'ils allaient pouvoir renverser le régime. Évidemment, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Le groupe est arrêté en octobre 1963. Les femmes condamnées à la prison, donc Dulcie s'en prend pour 5 ans, et son amie Betty s'en prend pour 10 ans. Et les garçons, eux, en particulier Neville Alexander, le responsable du groupe, lui, va faire 10 ans au bac de Robben Island. À la sortie de prison, c'est pas mieux, puisqu'elle est assignée à résidence. Alors, assignée à résidence, comme le dira Dulcie, c'est la prison à tes frais. C'est-à-dire qu'on sort de prison, il faut qu'on trouve à se loger, il faut qu'on trouve de quoi vivre, donc un métier, sauf qu'elle ne peut plus être enseignante, évidemment, c'est interdit puisqu'elle a fait de la prison. Elle trouve un petit boulot de secrétaire médicale chez des amis de ses parents qui sont dentistes, mais la vie est absolument impossible parce qu'assigné à résidence, ça veut dire que vous n'avez le droit de sortir que quelques heures par jour, que personne ne peut venir vous rendre visite, pas plus de 2 personnes à la fois. Enfin bref, c'est vraiment un peu l'enfer. Et elle craque et elle décide de l'exil. Elle décide de partir. Seulement à l'époque, quand on se décidait de partir en exil, évidemment c'était l'exil à vie. Il n'était plus question qu'elle revienne. Donc elle part, elle va à Londres. Et à Londres, elle va rencontrer des exilés sud-africains, puisqu'il y avait vraiment, depuis les années 60, enfin, depuis la mise en place du régime d'apartheid, un grand nombre de personnes engagées politiquement partent en exil, et en particulier, ils vont en exil historiquement dans deux pays qui correspondent à l'évolution du pays. Ils vont soit en Grande-Bretagne, soit en Hollande, mais beaucoup en Grande-Bretagne. Donc en Grande-Bretagne, elle rencontre les gens de l'ANC qui étaient en exil là-bas. Elle va travailler dans un peu l'équivalent, si vous voulez, d'Amnesty International. Ça s'appelle Defense and Aid Fund, et c'est un organisme, c'est des gens de l'ANC qui s'en occupent, mais c'est un organisme qui vient en aide aux familles des prisonniers politiques et aux prisonniers politiques quand ils peuvent. Alors ça a l'air de rien, mais en fait c'est extrêmement délicat parce qu'il ne faut absolument pas que la police sud-africaine sache qu'il y ait des gens de l'extérieur qui aident les familles. Enfin, elle travaille là pendant un certain temps et c'est là qu'elle va adhérer à l'ANC. Elle adhère à l'ANC. Elle adhère à la Ligue des femmes de l'ANC, bien sûr. Et puis là, après, elle va partir à Lusaka, en Zambie, parce que l'ANC, depuis le massacre de Sharpeville, une partie de la direction de l'ANC est partie en exil. Une partie est restée sur place avec Nelson Mandela, et une partie est partie en exil avec Oliver Tambo. Et donc, elle va à Lusaka. Elle travaille auprès du trésorier de l'ANC, hein, parce que c'était quelqu'un, Dulcie, de très méticuleux, de très rigoureux. Voilà, donc elle s'occupe de la trésorerie de l'ANC avec Thomas Nkobe. Et puis, en même temps, on l'envoie en mission à l'étranger, en Tanzanie, où il y avait aussi des camps de réfugiés, parce qu'il y avait à l'époque des camps de réfugiés sud-africains, tout autour des pays limitrophes de l'Afrique du Sud, ce qu'on appelait les pays de la ligne de front. Donc ces pays-là ont payé d'ailleurs très très lourdement leur aide à l'ANC, hein, c'est-à-dire que soit la Zambie, le Botswana, le Lesotho, l'Angola ou le Mozambique, ces pays-là ont été bombardés par les troupes sud-africaines et ils ont vraiment payé très cher leur aide à l'ANC. Mais il y avait des camps de réfugiés et des camps d'entraînement militaire aussi, hein, dans ces pays-là. Et en 1979, elle vient pour la première fois à Paris, moi c'est là que je l'ai rencontrée, elle vient c'était l'année internationale de l'enfant, et l'ANC lui demande de représenter l'ANC au cours d'une conférence, et c'est là que je l'ai rencontrée.
Et puis ensuite, en 1984, elle est nommée représentante de l'ANC, à part pour la France, la Suisse et le Luxembourg, mais elle ne va pas prendre son poste immédiatement. Hein. Elle va faire ce que l'ANC va lui demander de faire. Et puis en 1986, le bureau de l'ANC s'installe à Paris, au 28 rue des Petites Écuries, et il faut loger la représentante de l'ANC. Et le maire d'Arcueil, qui est Marcel Trigon, qui était maire à l'époque, propose de loger la représentante de l'ANC à Arcueil. C'est de là d'où viennent tous ces liens si forts avec l'Afrique du Sud. Donc Dulcie est logée à Arcueil. Elle est d'abord logée au-dessus de l'école Henri Barbus. Et puis après, elle sera logée au 7 rue de la Convention, là où il y a la plaque que vous connaissez certainement. Hein. Elle fait quelque chose d'important. Dès le mois de juin 1986, elle fait venir à Paris Oliver Tambo. Et Oliver Tambo viendra à Paris et viendra à Créteil, où il sera reçu par le Michel Germain, qui était à l'époque le président du Conseil général. Et puis, elle fait son métier. En particulier, elle a parcouru toute la France, Dulcie. Elle répondait vraiment à toutes les sollicitations qu'elle pouvait avoir, et elle expliquait la situation de la vie sous l'apartheid. Et surtout, il y avait un leitmotiv, c'était « il faut demander à votre gouvernement qu'il applique les sanctions ». Parce qu'il y avait des sanctions globales et obligatoires qui avaient été décrétées par l'Assemblée générale des Nations unies dès les années 70, et elles étaient obligatoires. En particulier, il y avait 2 volets de ces sanctions qui étaient ultra importantes. C'était ne pas vendre d'armes au régime d'apartheid et ne pas lui vendre de pétrole. Or, on sait, c'était un secret de polichinelle, que la France a armé le régime d'apartheid, que les Mirages étaient français, que les hélicoptères étaient des hélicoptères Alouette, etc., etc. Donc la France a vraiment armé le système d'apartheid pendant des années. Donc elle insistait beaucoup. Et puis la période 80, on y reviendra après, est une période extrêmement très 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 dure en Afrique du Sud parce que la lutte montait et la répression en même temps. Donc c'était quelque chose c'était très violent. Et il y a eu des assassinats un peu partout. On assassinait les représentants de l'ANC, pas que sur place en Afrique du Sud, mais là où ils se trouvaient, puisque la devise du régime d'apartheid, c'était détruire l'ennemi là où il se trouve. Donc, elle se sent menacée à un moment donné, elle va le dire à ses amis, etc. Et effectivement, elle était très menacée. Et quelques jours avant sa mort, elle va rédiger un discours pour une manifestation le 17 mars 1988. C'était organisé pour sauver des combattants de la liberté qui étaient condamnés à la pendaison. Et voilà ce que Dulcie écrivait. « Je veux souligner que c'est la première fois que le régime va pendre une femme pour avoir joué un rôle dans la lutte contre l'apartheid. C'est une façon de vouloir impressionner les femmes à cause de l'importance qu'elles prennent dans notre lutte de libération nationale et pour leur émancipation en tant que femmes. Mais nous pouvons encore menacer les racistes, comme le firent 20 000 femmes dans la marche sur Pretoria en 1956 pour protester contre la loi sur les passes. Mais ce discours, elle ne le fera pas, parce que, donc c'est le 17 mars 1988, le ministre de l'Intérieur de l'époque lui fait savoir qu'elle n'a pas sa place dans une manifestation devant l'ambassade d'Afrique du Sud. Et donc, il lui demande de ne pas y être. Et comme Dulcie ne cherchait pas la bagarre particulièrement, elle n'y va pas. Par contre, elle nous donne son discours en disant, il y avait Marcel Trigon lira ce discours. Mais enfin, voilà ce qu'elle écrivait. Donc, vraiment pour elle, l'histoire de ces 6 de Charpeville qui devaient être pendus, serait été, si ils seront graciés après, mais il y avait une femme, Teresa Machamola, qui aurait pu être pendue. Ça aurait été la première fois que le régime d'apartheid aurait pendu une femme.
Donc elle était particulièrement révoltée. Et puis on connaît la suite malheureusement. Donc le 17 mars, il y a cette manifestation devant l'ambassade d'Afrique du Sud. Dulcie n'y participe pas. Mais le 29 mars 1988, elle est abattue de 5 balles de revolver devant la porte de son bureau à Paris. Alors qui a tiré? On le sait. Des mercenaires de Bob Denard. Les noms diffèrent suivant... Voilà. En fait, ce n'est pas les Sud-Africains qui ont tiré, parce qu'il y a un responsable des escadrons de la mort qui a été condamné, qui a comparu, qui a été condamné à la prison, qui a comparu à la commission Vérité et Réconciliation et Vérité, qui a dit non, ce n'est pas nous qui avons fait le coup, on n'est pas si bêtes, ce sont des Français qui l'ont fait. Genre légionnaire, a-t-il dit. Et genre légionnaire, en fait, c'est un mercenaire de Bob Denard. Alors bon, là, on sait à peu près qui a tiré. La question qui reste et qui est toujours un point d'interrogation, qui, pour le compte de qui il a tiré? Parce que c'était des tueurs à gages. Donc, ils ont bien été... Le crime a été commandité. Et là, pour l'instant, le mystère reste encore entier. Ça reste une énigme. Donc, voilà, Dulcie, c'est une femme sud-africaine qui a payé de sa vie son engagement dans la lutte de libération. Malheureusement, ce n'est pas la seule. Alors, je ne vous donnerai que 2 exemples, parce qu'il y en a eu d'autres malheureusement, mais 2 qui sont quand même connus. C'est Ruth First, en 1982. Ruth First était une militante anti-apartheid, c'était une universitaire. Elle s'exile au Mozambique. Elle devient prof à l'université du Mozambique. Un matin, en 1982, elle prend son courrier, elle ouvre les lettres, il y avait une lettre piégée, elle est tuée sur le coup. En 1984, en Angola, une famille pareille, Marius Schoen, qui était un militant de l'ANC, qui était blanc, Jeannette, sa femme, et Catherine, la petite fille, vivaient donc en Angola, étaient des exilés politiques. Jeannette rentre à la maison avec sa petite fille, elle ouvre le courrier, même système, une lettre piégée, Jeannette meurt sur le coup, la petite fille aussi. Donc, malheureusement, il y avait ce genre de choses était, je dirais, devenu une habitude un petit peu regrettable. Alors les femmes, il ne faut pas s'imaginer que les Sud-Africains, d'une manière générale, sont restés inertes devant un système comme ça. Il y a eu vraiment des gens qui ont protesté d'une manière très, très violente contre ce système d'apartheid. Et les femmes, elles, ont toujours riposté devant l'injustice, parce qu'elles étaient les premières cibles de ces lois contre l'apartheid. En particulier, il y avait en Afrique du Sud ce qu'on appelait le travail migrant, c'est-à-dire que les compagnies minières allaient chercher les hommes dans les zones rurales, leur faisaient un contrat, les hommes venaient travailler 1 an dans une mine, laissaient femmes et enfants au village, revenaient en général au moment de Noël, c'était au moment de Noël, ils revenaient voir leur famille. Alors ils revenaient ou ils ne revenaient pas, parce qu'un an c'est long. Donc il y avait des mineurs, d'abord ils pouvaient être blessés, ils pouvaient être tués dans la mine, et puis la vie étant ce qu'elle était, ils pouvaient trouver une autre femme en ville. Donc voilà. Donc les femmes étaient... ça c'est quelque chose qu'on mesure même encore aujourd'hui, la destruction de la cellule familiale africaine. Et évidemment, c'était les femmes qui étaient aux premières loges. Et ça c'est extrêmement important, parce que même aujourd'hui, il y a un nombre extrêmement... fort de femmes qui sont chefs de famille. Donc il y a vraiment une destruction systématique de la cellule familiale par les lois d'apartheid. Et ces travailleurs migrants, vous savez, devaient porter un pass, c'est-à-dire une pièce d'identité qui était finalement un moyen de contrôle des mouvements de la population indigène. Et les passes, ce n'est pas le régime d'apartheid qui l'a mis en place, il avait été mis en place bien avant. Bien avant, mais le régime d'apartheid renforce cette loi sur les passes. Alors, les lois sur un pass, ça veut dire qu'un noir n'avait pas le droit de résider plus de 72 heures en ville blanche, que n'importe quel agent de police pouvait lui demander son pass, que si le pass n'était pas à jour, n'indiquant pas exactement d'où il venait, etc., c'était l'amende ou la prison.
comme les gens étaient pauvres, c'était la prison la plupart du temps. Et le régime d'apartheid décide d'imposer les passes aux femmes. Alors là, les femmes, elles s'aperçoivent tout de suite que ça va être la catastrophe. Et voilà ce que dit Liliane Ngoyi, qui était une des dirigeantes des femmes, qui dit cela. Il dit « Les hommes sont nés avec le système et pour eux, le pass fait partie de leur vie. Mais nous, les femmes, nous avons vu quel traitement nos hommes subissaient. Quand ils quittent la maison le matin, nous ne sommes pas assurés de leur retour le soir. Si le mari est arrêté, et la mère aussi, que va-t-il arriver à nos enfants ?» C'était ça quand même le fond du problème. Donc elles vont riposter en s'organisant, et là, c'est assez extraordinaire, bien au-delà des clivages raciaux. C'est-à-dire que toutes les femmes sud-africaines, militantes, vont se battre contre les passes qui étaient imposées aux femmes noires. Alors, au sein de l'ANC, il y avait des femmes. Vous savez, le mouvement de libération de l'ANC, c'est le plus ancien du continent. Il a été créé en 1912. En 1918, il y a une ligue des femmes bantoues qui accepte les femmes, mais je dirais un peu en décoration. C'est-à-dire qu'elles aidaient quand il y avait des conférences. Elles versaient le thé, elles servaient les biscuits, elles accueillaient les délégués, mais elles n'avaient pas le droit à la parole. Ce n'est qu'en 1943, avec la création de la Ligue des femmes de l'ANC, que les femmes eurent, en théorie, les mêmes droits que les hommes et la possibilité d'accéder à la direction de l'ANC, c'est-à-dire faire partie du comité national exécutif, sauf qu'il n'y en a encore jamais eu. La Ligue des femmes va rester sous le contrôle de l'ANC, parce que ces messieurs tenaient pas trop à ce que les femmes fonctionnent d'une manière autonome. Mais la Ligue des femmes va exister, va prendre part à la lutte. Parmi leur activité, les femmes ont été très actives dans les syndicats. Et ça, bien avant l'apartheid. Dans les années 30, pour des raisons économiques, les femmes blanches vont être obligées d'aller travailler. Elles vont travailler majoritairement dans le textile et dans l'habillement. Et là, il va y avoir des syndicats qui vont se créer, le syndicat du textile et de l'habillement, et il va y avoir, c'est quand même assez étonnant pour être noté, il va y avoir une certaine Johanna Cornelius, qui était fille d'un fermier blanc afrikaner, qui va être présidente du syndicat de la confection. Et les syndicats avant 1948 acceptaient tout, c'était non racial. Et donc, cette Johanna, femme blanche afrikaner, va organiser les travailleurs et les travailleuses, quelle que soit la couleur de leur peau, dans le syndicat de l'habillement. C'est quand même assez extraordinaire. Et je vous lis ce qu'elle a. Bon, elle a laissé des documents, bien évidemment, et elle va confesser une fois, elle écrit ça. Oh, elle est afrikaner, j'insiste sur le terme afrikaner. Il me fallut des années pour m'habituer à considérer les Anglais, et encore plus les indigènes, comme des êtres humains. Donc vous voyez le parcours de cette femme, c'est assez étonnant. Et il y a aussi deux autres femmes qui vont être très actives dans les syndicats et qui vont organiser les syndicats dans les industries de la conserverie. C'est-à-dire conserverie de fruits dans la région du Cap, où il y a beaucoup de vergers, beaucoup de fruits, et aussi de poissons. Et ces deux femmes, c'est une femme blanche, Ray Alexander, qui est originaire de Lituanie, qui était juive de Lituanie, qui est communiste, qui arrive dans les années 20 en Afrique du Sud, et qui tout de suite va commencer à organiser les travailleurs en syndicats. Et une avec qui elle va travailler énormément, c'est Frances Bard, qui, elle, est une africaine. Donc, toutes les deux, elles vont vraiment être très, très actives dans les syndicats et mener des batailles qui n'étaient pas faciles, bien évidemment. Les femmes vont aussi être très actives pendant la guerre et tout de suite après la guerre dans ce qu'on va appeler les food clubs ou les food committees, c'est-à-dire, disons, les restos du cœur, si vous voulez. C'est-à-dire que l'alimentation était très, très restreinte pendant la guerre et encore après la guerre. Il y avait donc des restrictions alimentaires. Il fallait donner à manger aux gens. Et ces femmes vont organiser donc ces food clubs et elles vont essayer de donner à manger aux plus pauvres parce que les gens crevaient la faim. Et en 1946,
il y a quand même quelque chose qui est écrit dans un journal, le Guardian, qui était un journal progressiste de Johannesburg à l'époque, qui interroge ces femmes en leur demandant « mais voilà, vous faites ça, pourquoi ?» Et voilà ce qu'elles répondent. « Aujourd'hui, nous nous battons pour manger, demain pour voter et pour la liberté pour tous. » Et ça, c'est en 1946. Et donc, parlons du droit des votes des femmes. Alors, en Afrique du Sud, les femmes blanches avaient le droit de vote depuis 1930. Les Noirs, bien sûr, n'avaient pas il n'y avait que les Européens qui avaient le droit de vote, hein, mais les femmes ont le droit de vote dès 1930. Et alors, en 1948, toujours ce parti national qui arrive, le parti national veut modifier la Constitution de 1910 pour arriver à ce que les hommes métis du Cap ne puissent pas voter. Parce que, on va pas, c'est assez compliqué l'histoire, mais enfin, la région du Cap, c'était une province qui avait une certaine autonomie et les hommes métis avaient toujours eu le droit de vote. Et le régime d'apartheid dit pas question. Donc, pour ça, il faut qu'on modifie la Constitution. C'est pas grave, on va le faire. Et alors, la chose assez étonnante, c'est qu'on parle beaucoup de ça dans les journaux, etc. Et il y a des petites dames britanniques qui apprennent ça et qui disent « mais ça, quand même, c'est pas possible. On ne peut pas toucher à cette Constitution de 1910. C'est le document, si vous voulez, fondateur du pays qui est devenu l'Afrique du Sud. » Et alors, ces petites dames bien élevées britanniques se disent « mais si on supprime le droit de vote aux métis, comme ce sont des afrikaners qui sont au pouvoir, est-ce que nous, on va encore avoir le droit de vote ?» Elles cogitent. Elles se réunissent, elles prennent le thé, elles décident. Et alors c'est assez drôle parce qu'il y a des livres qui racontent. Et alors il y en a une qui dit « ah mais moi je ne sais pas ce qu'il faut faire, hein, mais il faut faire quelque chose, hein, parce que ça ne va pas. » Et le quelque chose, c'est donc en 1955, il n'y a pas de réseaux sociaux, hein, il n'y a pas d'Internet. Elles prennent leur téléphone, elles font du porte-à-porte, elles réussissent à ramener devant le Parlement sud-africain qui est au Cap, parce que le gouvernement est à Pretoria, mais le Parlement est au Cap, ça c'est l'histoire du pays. Elles rameutent suffisamment de gens pour faire une grosse manif devant le Parlement, et elles ont fait un fac-similé de la Constitution, si vous voulez, en carton. Elles ont fait un grand livre qui représente la Constitution. Et autour de ce livre, elles ont mis un bandeau noir en signe de deuil des libertés civiques. En anglais, le bandeau noir se dit « a black sash ». Et ça va donner le nom de leur organisation. Le Black Sash existe toujours, il fait toujours du boulot. Hein. Et donc, ces femmes blanches du Black Sash vont faire un travail énorme, se battre justement pour le droit de vote pour les populations non blanches. Et elles avaient une façon très étonnante de manifester. Donc elles étaient toujours enchapeautées, hein, bien mises, avec leurs grandes écharpes. Et alors elles apparaissaient d'une façon comme ça, d'un seul coup, à l'Assemblée nationale, dans un lieu public, silencieuses. Donc elles portaient leur écharpe, elles avaient souvent une bougie à la main, elles traversaient l'Assemblée nationale comme ça. Simplement, elle ne disait pas un mot, simplement pour dire, voilà, nous portons le deuil de ce que vous faites. Donc c'était une façon quand même assez étonnante de faire ça. Et donc ça, c'est 55, hein, la fondation du Black Sash, c'est 55. Mais vous voyez, toutes ces femmes, qu'elles soient blanches, qu'elles soient noires, qu'elles soient métisses, etc., elles se disent, l'apartheid, ça ne peut pas durer, quoi, c'est pas possible. Et on ne peut pas accepter que les femmes noires portent un passe, parce que là, ça va être affreux. Et donc, elles se sont retrouvées pour créer ce qui s'appellera la Fédération des femmes sud-africaines, qui est créée le 17 avril 1954. Et ces femmes, donc de toutes les couleurs, de toutes les races, de toute origine, se retrouvent, et bien évidemment, dans leur conférence
fondatrices, elles vont élaborer une charte des femmes. Et je vous lis quand même le préambule de cette charte, parce que c'est quand même très... Vous allez voir, c'est quand même... écoutez bien, parce qu'il y a des termes qui sont quand même importants. Nous, femmes d'Afrique du Sud, épouses et mères, travailleuses et femmes au foyer, africaines, indiennes, européennes et métisses, déclarons que notre objectif est de lutter pour l'abandon de toutes les lois, règlements, conventions et coutumes qui nous discriminent, nous les femmes, et qui nous privent de tous nos droits à bénéficier des avantages, des responsabilités, des opportunités que la société offre à chacune des sections de la population. Un peu plus loin, elles disent « Nous les femmes, nous nous tenons aux côtés de nos hommes dans une lutte commune contre la pauvreté, la discrimination de race et de classe et les calamités de la barrière de couleur. Nous apprendrons aux hommes qu'ils ne peuvent espérer être libres des maux de la discrimination et des préjugés aussi longtemps qu'ils ne réussiront pas à donner aux femmes complète et entière égalité dans la loi et la pratique. » Et elles élaborent 8 points revendicatifs. Le droit de vote et d'être élu dans toutes les instances étatiques, le droit à l'emploi avec un salaire égal et égalité de promotion, des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne la propriété, le mariage, les enfants et l'abandon de toutes les lois coutumières qui refusent des droits égaux aux femmes. Et elles ajoutaient, parce qu'à l'époque ça se faisait, la coopération avec toutes les organisations qui partagent les mêmes objectifs en Afrique du Sud et dans le monde. Donc voilà les revendications de ces femmes. Et entre 1950 et 1960, elles vont être vraiment très actives dans toutes les manifestations contre le régime d'apartheid. Et on retrouvera des femmes, elles iront en prison, elles seront condamnées, assignées à résidence, etc. Mais leur heure de gloire, c'est l'organisation qu'elles vont faire pour lutter contre les passes. Pendant une année, elles vont faire signer des pétitions pour l'abolition des passes dans tout le pays. Absolument dans tout le pays. Et elles vont bien sûr, comme il faut de l'argent, comme on fait une campagne de ce genre, elles vont faire partout tea parties, lotteries, enfin ce que je sais, comme on sait faire, quoi, comme des femmes savent faire, pour récupérer de l'argent. Et le 9 août 1956, elles décident d'aller porter les milliers de pétitions qu'elles ont récupérées au Premier ministre de l'époque. Et donc, elles réussissent à rassembler 20 000 femmes dans les jardins autour des bâtiments du gouvernement. Donc 20 000 femmes qui sont là, le 9 août 1956, et elles ont choisi un jeudi parce que c'est Nanny's Day, c'est-à-dire que c'est le jour où les nounous sont libres. Donc les nounous pourront venir à la manif, elles avaient tout bien prévu. Et pendant que ces femmes sont là, il y a des délégués qui vont déposer les fameuses pétitions. Et bien sûr, dans la délégation, il y a Liliane Ngoyi pour la Ligue des femmes de l'ANC, Hélène Joseph, qui était la présidente de la FEDSO, qui était une femme blanche, Rahima Moussa, qui était une femme indienne, et Sophie Williams, qui était une femme métisse. Donc, bien avant M. Nelson Mandela et bien avant Monseigneur Desmond Tutu, elles avaient imaginé la nation arc-en-ciel. Et alors, je vais vous lire parce que c'est quand même très important. Voilà ce que dit Francis Bard, notre fameuse, je vous en ai parlé, c'était une syndicaliste. Francis Bard a assisté, bien sûr, à cette manif qui était extraordinaire. Et voilà ce qu'elle dit. Toutes les femmes étaient silencieuses. 20 000 femmes, debout, là, certaines avec leur bébé sur le dos, et si tranquilles, aucun bruit, attendant. Quel spectacle! Si calme et tant de couleurs, beaucoup de femmes en vert, jaune et noir, couleur de l'ANC, et les femmes indiennes dans leurs saris chatoyants. Alors Liliane Ngoyi a commencé à parler. Elle a dit que le Premier ministre n'était pas là, en fait qu'il avait eu trop peur de nous voir, mais que nous avions laissé les pétitions pour qu'il les lise, et alors nous sommes restés debout en silence.
pendant une demi-heure, toutes, le poing levé, silencieuses, à peine si les bébés pleuraient. Pendant une demi-heure, nous sommes restés là sous le soleil. Pas un son, juste l'horloge avec son tic-tac. Et puis Liliane a commencé à chanter et nous avons toutes chanté avec elle. Ah, je n'oublierai jamais ce chant que nous avons chanté. C'était un chant écrit spécialement pour cette occasion. Et les paroles disaient cela, alors en langue africaine, mais en français, ça veut dire « Toi, Strijdom », ça c'est le Premier ministre, tu as touché aux femmes, tu as déplacé un rocher, tu vas mourir écrasé. Voilà. Et donc, le 9 août, c'est aujourd'hui la journée nationale des femmes d'Afrique du Sud. C'est un jour férié et la journée des femmes. Évidemment, tout n'est pas aussi beau que cette belle manifestation, hein. Il va y avoir le massacre de Sharpeville, dont je vous ai parlé. Il va y avoir un peu plus tard, donc c'est la répression la plus totale. Il va y avoir les arrestations à Rivonia en 1963, hein, quand la direction de l'ANC, du Parti communiste, des syndicalistes vont être arrêtés. Mandela était arrêté l'année d'avant, mais on va le sortir de prison. Hein. Et ensuite, au procès de Rivonia, on va envoyer tous ces gens-là à Robben Island, sauf le condamné blanc, Dennis Goldberg, qui lui n'ira pas à Robben Island parce que même les prisons étaient ségrégées. Donc on y envoie les non-blancs, mais lui ira dans une prison de haute sécurité, ce qui n'était pas non plus très bien. Hein. Voilà. Il va y avoir ensuite le massacre. Alors bien sûr, Dulcie, pendant tout ce temps-là, est en Afrique du Sud, donc bien évidemment, hein, elle a écho de tout ça. Après, il va y avoir le massacre de Soweto, dont vous avez entendu parler en 1976, hein, où la police, elle, a tiré sur les écoliers qui refusaient l'enseignement au rabais qu'on voulait leur imposer, en particulier l'interdiction d'apprendre l'anglais. On voulait qu'ils ne parlent que la langue africaine ou l'afrikaner, et ça, ce n'était pas possible. Donc, après, il va y avoir la mort de Steve Biko en septembre 1977. Steve Biko, le responsable de la conscience noire, qui va être affreusement torturé, qui va mourir sous la torture. Bon, les choses donc deviennent de plus en plus difficiles, mais la réaction aussi des gens devient aussi extrêmement importante. Et en 1983, je ne sais plus s'il faudrait peut-être que je tourne tout ça, en 1983, il va y avoir la création d'un mouvement de masse qui va s'appeler le Front démocratique uni. Et ce Front démocratique uni va regrouper plus de 300 associations de femmes, de jeunes, des syndicats, des églises, tous ceux qui étaient opposés à l'apartheid. Et ça, ce Front démocratique uni va être vraiment un outil extrêmement important dans la fin de l'apartheid. Parce que c'est eux qui vont faire les... Vous savez, quand vous voyez des documentaires, vous voyez des énormes manifestations où les jeunes dansent, etc. C'est très souvent organisé par le Front démocratique uni. Parce que l'ANC était bien sûr interdite, hein, tout était interdit. Donc, cette espèce d'organisation parapluie, finalement, va être créée. Et là, on retrouve les femmes, et en particulier une femme, Albertina Sisulu, qui va être coprésidente de ce Front démocratique uni. Et je pense qu'on doit avoir une pensée particulière pour Albertina Sisulu, parce qu'elle est née comme Nelson Mandela en 1918, et que donc cette année, elle aurait elle aussi 100 ans. Mais on l'a oublié dans les commémorations. Mais je tenais à le dire, parce qu'elle a joué un rôle très important. C'est ces femmes fortes, hein, qui vraiment ont illuminé les moments les plus noirs de la vie sous l'apartheid. Alors évidemment, il y a le mouvement de masse Front démocratique uni qui existe, bien évidemment. La riposte vient et c'est la répression la plus épouvantable qui s'abat sur le pays. C'est l'état d'urgence, d'abord dans une partie du pays, et puis l'état d'urgence dans tout le pays. Et cet état d'urgence ne sera soulevé qu'en 1991. Donc pendant de 86 à 91, le pays vit sous l'état d'urgence. Alors un pays sous état d'urgence, ça veut dire couvre-feu, ça veut dire que l'armée quadrille
le pays tout entier, ça veut dire qu'on arrête à tour de bras, ça veut dire qu'on condamne à la pendaison, que l'on torture, que l'on assassine. C'est la période vraiment la plus épouvantable qui s'abat sur le pays. Et bien évidemment, les femmes, elles participent à tout ça, hein. Et donc elles aussi, elles prennent la répression en plein comme les hommes. Et les femmes en exil, elles aussi vont réfléchir aussi, hein, à la situation des femmes, et elles vont aller peut-être, qui n'étaient pas sous le coup de la répression dans le pays, elles vont réfléchir à, et une fois qu'on aura mis fin à l'apartheid, il va bien falloir créer un nouveau pays, et quelle place les femmes vont-elles avoir dans ce pays? Il faut y réfléchir, ils ne vont pas faire ça au dernier moment. Et en 1985, il y a, alors Dulcie participe à cette conférence de l'ANC qui a lieu à Kabwe, qui est une petite ville en Zambie. Et en Kabwe, les femmes de l'ANC réfléchissent parce qu'en exil, si vous voulez, elles rencontrent d'autres mouvements de femmes. Elles voyagent, voilà, donc elles peuvent affiner un petit peu leurs réflexions, elles peuvent échanger, et c'est extrêmement important. Et en 85, pour la première fois, les femmes de l'ANC montent au créneau et elles déposent un document à la discussion de la conférence. Et voilà ce qu'elles mettaient entre autres dans ce document. Notre tâche est de préparer les hommes et les femmes à l'égalité. Cela veut dire que nous devons lutter contre le chauvinisme masculin, la domination masculine. Nous devons en finir avec la domination masculine à la maison, au village, en ville, dans les usines, en politique, en économie et dans la religion. Nous devons lutter contre cette domination au sein même de notre mouvement. Aucune société n'est libre si les femmes ne sont pas libres. Et là, elle s'adressait directement aux hommes de l'ANC. Et ce texte, en fait, sera repris dans le document final de la conférence de Kabwe par Oliver Tambo, qui était à l'époque secrétaire général de l'ANC. Et Oliver Tambo, dans le document final, il va écrire cette phrase: « Nous ne pouvons pas considérer notre lutte achevée tant que les femmes d'Afrique du Sud et de Namibie ne sont pas complètement libres. » Et donc, Oliver Tambo, s'il y a un homme au sein de l'ANC qui a été un homme féministe, c'est bien Oliver Tambo. Parce qu'à partir de 1985, cette phrase « Nous ne serons pas libres tant que les femmes ne seront pas libres » va être reprise dans plein de documents. Et ça, c'est les femmes de l'ANC qui l'ont avancé. Après, les femmes de l'ANC aussi vont se faire remarquer dans une conférence à Nairobi, une conférence qui est organisée par les Nations Unies, c'était la conférence pour la décennie pour les femmes. Et là, elles montent un peu au créneau, elles se font un peu remarquer parce qu'elles font des remarques et elles disent que les luttes féministes ne peuvent pas être apolitiques, mais que la lutte de libération, lutte pour les droits des femmes, sont indissolublement liées à la lutte pour le développement. Et donc là, on va un cran plus haut. Ce n'est pas les femmes qui se battent uniquement pour des revendications de femmes, ça va beaucoup plus loin. Alors, la partie n'est pas pour autant gagnée. Hein, faut pas, voilà, la question des femmes, mais la question des femmes au sein de la lutte de libération devient quand même un sujet important. Et à la veille de la victoire sur le régime d'apartheid, puisqu'il y avait une question qui restait sensible. Vous savez, en 1990, De Klerk annonce d'abord que tous les partis et mouvements interdits sont autorisés et qu'il va commencer les négociations officielles avec l'ANC pour réfléchir à une transition vers en finir avec l'apartheid. Alors lui, c'est pas en finir avec l'apartheid, trouver des accommodements. Mais enfin, il y a les discussions qui commencent. Donc ça, c'est très important. Et il y a un comité national exécutif de l'ANC, le 2 mai 90, qui dit ça. L'expérience des autres sociétés montre que l'émancipation des femmes n'est pas un sous-produit de la lutte pour la démocratie, la lutte de libération nationale ou le socialisme. Cette question doit être traitée de son plein droit dans notre organisation, le mouvement démocratique de masse
et dans la société tout entière. Donc vous voyez, les questions des femmes prennent toute leur importance dans la réflexion pour aller vers une nouvelle Afrique du Sud. Et à partir de 90, donc Nelson Mandela est libéré, vous savez, le 11 février 90, voilà, et les exilés commencent à rentrer. Donc il y a des femmes exilées qui commencent à rentrer et elles ont une préoccupation en tête. Il ne faut rien perdre de ce qu'elles ont gagné dans la lutte et il faut qu'elles participent à l'élaboration des nouvelles lois d'une Afrique du Sud démocratique. Il faut que les femmes y soient et que toutes les femmes sud-africaines y soient, quelle que soit leur race, quelle que soit leur classe. C'est ça qui était important. Donc, fortes de leurs expériences vécues dans les camps, parce qu'elles ont eu, il s'est passé des choses qui n'étaient pas très agréables dans les camps de l'ANC. Il ne faut pas oublier, c'était pas les camps de l'ANC, il y avait des camps d'entraînement, les femmes ont fait partie aussi, il y avait des combattantes de la liberté, il y a eu des formations de femmes soldats, c'était pas de la rigolade, c'était la guerre. Donc, elles ont beaucoup appris de tout ça, et elles saisissent que entre 90 et ce qui va arriver après, il va y avoir une période de transition. Alors, une période de transition, quand on passe comme ça d'un régime à un autre, c'est la période de tous les espoirs. Ou bien vous faites avancer vos revendications, ou bien vous loupez le coche, et une fois que le coche est loupé, c'est fini, on n'en parle plus. Donc, elles vont bien réfléchir à ça, et déjà, elles vont faire une remarque, parce que ces messieurs vont se réunir, les partisans de le gouvernement de l'apartheid, tous les autres partis politiques, il y a 19 partis politiques qui vont se réunir et qui vont réfléchir sur la nouvelle Afrique du Sud. Ça s'appelle la CODESA, c'est-à-dire la Convention pour une Afrique du Sud démocratique. Et les femmes s'aperçoivent que de décembre, donc cette CODESA va discuter de 91 à avril 1994, jusqu'aux élections. Et c'est une période extrêmement dangereuse, où tout pouvait basculer. C'était vraiment une période où il suffisait de pas grand-chose pour que le pays bascule complètement dans la guerre civile. Donc, extrêmement important. Donc, et les femmes disent, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans cette CODESA. C'est que ces 19 partis politiques avaient oublié les femmes. Il n'y avait pas une femme. Et elles disent, mais ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait des femmes. Et donc, elles vont bien manœuvrer pour finir par qu'il y ait des femmes qui soient représentantes, aussi bien de l'ANC, mais du Parti national, de tous les partis. Il y aura des femmes de tous les partis qui vont siéger à la CODESA et qui vont faire avancer les choses. En particulier, elles vont dire, mais si on a une nouvelle Afrique du Sud démocratique, ben on est d'accord, mais il faut aussi qu'on inscrive dans le préambule de la Constitution que l'Afrique du Sud est une démocratie unie, non raciale et non sexiste. Sinon, ça ne va pas le faire. Et effectivement, dans la Constitution aujourd'hui, la Constitution sud-africaine, dans son préambule, et il est écrit, noir sur blanc, que l'Afrique du Sud est une démocratie unie, non raciale et non sexiste. Et c'est la seule constitution au monde qui a écrit noir sur blanc qu'il y a une constitution non sexiste. Nous en sommes un peu loin ici. Bon, mais donc ces femmes, elles vont continuer à être très actives et elles vont réussir à... Alors, Lafetso, bien sûr, est morte de sa belle vie parce que toutes les dirigeantes ont été arrêtées, emprisonnées, etc. C'est 1955. Donc, évidemment, elle a vécu ce qu'elle a pu, mais après, elle a été dissoute. Donc, elles se rassemblent et elles font une nouvelle... elles imaginent un nouveau mouvement qui va s'appeler la Convention nationale des femmes et elles vont réussir à réunir 90 organisations de femmes venues de tous les horizons politiques pour travailler ensemble en l'élaboration d'une plateforme commune pour les revendications des femmes. Alors, inutile de vous dire que ça ne s'est pas passé très facilement. Ça a été extrêmement difficile. La Convention n'a pas survécu, d'accord. La Convention n'existe plus. Mais c'était vraiment très, très, très dur de mettre ensemble des femmes
des femmes africaines qui sortaient de prison, qui avaient été torturées, avec des exilés universitaires qui rentraient. Bon, elles avaient beau être femmes, elles n'avaient pas tout à fait les mêmes revendications. Donc ça a été des discussions à n'en plus finir, mais finalement, elles adoptent la charte de la coalition des femmes, et le préambule commence de cette façon. Et vous voyez l'évolution. Vous vous souvenez, la FEDSO, c'était « Nous, femmes d'Afrique du Sud, épouses et mères ». Et bien là, c'est pas ça. En tant que citoyennes d'Afrique du Sud, nous sommes ici pour clamer nos droits. Nous voulons reconnaissance et respect pour le travail que nous faisons à la maison, sur les lieux de travail et dans la communauté. Nous voulons pleine et entière participation dans la création d'une société non sexiste et non raciale. Et elles poursuivent, pendant des décennies, le patriarcat, le colonialisme, le racisme et l'apartheid ont opprimé les femmes dans la vie politique, économique et sociale. Si la démocratie et les droits humains ont un sens pour les femmes, ils doivent prendre en compte notre subordination et oppression historique. Les femmes doivent pouvoir participer et donner forme à la nature même de notre démocratie. Donc vous voyez, elle mettait la barre quand même très haut. Alors, c'est quand même un paradoxe de voir ces femmes affirmer des choses vraiment qui vont très loin, alors que la société sud-africaine est vraiment une société machiste, patriarcale, conservatrice. Eh bien, elles ont réussi. Ça, c'est vraiment quand même ce paradoxe, qu'il y a cette constitution avec des droits reconnus aux femmes, et dans la réalité, franchement, imaginez une société plus machiste que la société sud-africaine, il faut se lever matin. Eh bien, les femmes ont réussi. Et alors, elles ont avancé d'une manière très subtile. Elles vont avancer, par exemple, pour la représentation politique, elles vont avancer la notion de quota. Alors oui, quota, on en pense qu'on en veut. Sauf qu'elles ont bien compris que si elles n'exigeaient pas un tiers de femmes sur les listes des élections qui allaient être des élections pour une fois au suffrage universel, c'est-à-dire au suffrage universel, ça veut dire non pas un homme, une voix. Ça, ce n'est pas le suffrage universel. Ça, c'est le vote pour les hommes. Suffrage universel, c'est une personne, une voix. Et elles ont réussi à faire enlever tous les slogans où il y avait écrit un homme, une voix. Hop, tout ça, ça a été rayé, elles ont tout marqué, et il y a eu donc une personne, une voix. Un homme, une voix, ça c'est 1848, c'est tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas le suffrage universel. Donc les femmes, elles défendent cette idée, parce qu'évidemment, les hommes de l'ANC disent « Oh, mais celles qui le méritent, on les mettra sur la liste. » Alors le mérite, ça, on connaît, il y a très peu de femmes méritantes, apparemment. Tandis que si vous exigez un quota, eh bien le quota, il faut s'y tenir. C'est un engagement qui est pris. Et ça marche. Et ça va marcher, parce que ça va être tout à fait payant, parce qu'aux premières élections de 1900, et alors, quand je dis quota, ce n'est pas que pour l'ANC, c'est pour tous les partis. En 1994, première élection démocratique au suffrage universel, 25% de femmes sont députées. Et l'idée a fait son chemin, y compris dans les partis d'opposition. Et là, je vous lis une phrase, parce que quand même ça vaut son pesant de cacahuètes. Il y a une députée du nouveau Parti national, parce qu'il a changé de nom, parce que c'était quand même un peu ça, voilà, il change de nom, c'est le nouveau Parti national, mais donc un parti conservateur de droite. Et alors cette dame dit « Oh, sans la pression que ces dames de l'ANC ont exercée sur le gouvernement, oh, nous les femmes, nous serions bien plus mauvaise posture. Ah, nous sommes contre le système des quotas. » Mais il semble que ce soit la seule chose qui marche vraiment. Voilà, donc il y aura quota. Et ça, c'est une première victoire qui est acquise et qui ne sera jamais remise en cause, parce qu'en 2014, les femmes représentent les dernières élections. Les prochaines auront lieu en 2019. Dernières élections, les femmes élues au Parlement représentent 42,8% des élus, ce qui n'est pas mal. Et la présidente de l'Assemblée, depuis l'Afrique du Sud démocratique, c'est une femme. La première femme présidente de l'Assemblée de la Nouvelle-Afrique du Sud, ça a été une Indienne, Frini Ginwala. Et maintenant, en ce moment, jusqu'en 2004, elle a été présidente de l'Assemblée. Aujourd'hui, c'est une Noire
Baleke Mbete, qui est de la Ligue des femmes de l'ANC, mais qui est aussi présidente de l'Assemblée. Voilà. Et en 2017, le gouvernement, vous savez, il y a eu des remaniements, enfin bon, on ne peut pas entrer dans les détails, mais il y avait quand même 16 femmes sur un total de 36 ministres, ce qui est pas mal. Et dans le nouveau gouvernement qui vient d'être formé, là, avec le nouveau président Cyril Ramaphosa, il a nommé pour la première fois une femme au ministère des Sports. Et Dieu sait que les sports en Afrique du Sud, c'est les hommes d'abord, hein, pas les femmes. Donc là, c'est vraiment très, très, très fort. Seulement, bon, ça a l'air d'être assez idyllique, comme ça on a l'impression que les femmes, hop, 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 elles exigent, elles obtiennent, waouh, ça tout roule. C'est pas exactement ça la réalité, hein, c'est pas exactement ça. Parce qu'en 1999, donc les secondes élections, première élection démocratique 94, 5 ans plus tard les secondes élections, il y a un tiers des femmes élues qui ne vont pas renouveler leur mandat. Parce qu'elles s'aperçoivent qu'être députée, eh bien, c'est quelque chose qui est très compliqué. Et parmi ces femmes qui vont jeter l'éponge, bien évidemment, ça va être les femmes issues des townships, ça va être les femmes qui n'ont pas un très gros bagage universitaire, ça va être les femmes qui parlent très mal l'anglais. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Afrique du Sud, l'anglais est minoritaire, il n'y a que 8% des gens qui parlent l'anglais. Les autres, c'est des langues africaines ou l'afrikaner, l'african. Donc, il faut parfaitement parler l'anglais, il faut maîtriser le sens de la gestion, il faut avoir une bonne pour s'occuper des enfants et du mari. Et ces femmes qui sont issues des townships ou des zones rurales, ben n'ont pas, elles, la nounou qui conviendrait, qui les aiderait. Donc, il y a à peu près un tiers de ces femmes qui disent non, nous, franchement, le Parlement, on ne comprend pas très bien ce qu'on y fait. Non, ça ne nous convient pas. On revient militer sur le terrain. Mais on abandonne. Alors, il y aura toujours autant de femmes, si vous voulez. Mais simplement, la composition sociologique de ces femmes va changer. Et bien évidemment, si la composition sociologique des femmes change, les revendications ne vont plus être tout à fait les mêmes. Hein. Ça, c'est évident. Donc, voilà. Parce qu'il faut... il y a toute cette pesanteur sociale hein, qui va être... Voilà, il y en a une qui dit, par exemple, oh non, moi, je ne vais plus perdre mon temps au Parlement, hein, je retourne sur le terrain, ça sera beaucoup mieux pour moi. Voilà. Alors, ceci dit, les élus ont fait quand même un sacré boulot. Parce qu'elles ont fait voter des lois pour toutes les femmes. Et elles ont fait très vite. Hein. Alors, 2 lois extrêmement importantes pour toutes les femmes. La loi sur l'interruption volontaire de grossesse, qui a été adoptée le 22 novembre 1996. Donc vous voyez, en 2 ans, les femmes réussissent à faire adopter la loi sur l'interruption volontaire de grossesse. Alors, en 1970, les femmes avaient obtenu le droit à l'avortement, mais avec des clauses tellement... il fallait 2 médecins, il y avait guère que les femmes blanches qui pouvaient avoir recours à l'avortement, et encore pas beaucoup, et les femmes noires, n'en parlons pas. Donc là, voilà. Alors, cette loi sur l'IVG, elle est quand même... Je vous en lis quelques extraits, parce qu'elle elle va plus loin peut-être que la nôtre. Hein. Donc, voilà ce qu'elles disent. La loi. La décision d'avoir des enfants est fondamentale pour la santé physique, psychologique et sociale des femmes. L'accès universel aux services de santé concernant la reproduction inclut le planning familial, la contraception, l'interruption volontaire de grossesse, ainsi que l'éducation sexuelle, les programmes d'information et de conseil. Donc la loi autorise l'interruption volontaire de grossesse avant la fin de la 13e semaine pour toutes les femmes et jusqu'à 20 semaines en cas de risque pour la santé de la mère, d'un viol ou d'un inceste. Il y a aussi une clause qui est quand même très particulière. Elle autorise l'interruption de grossesse jusqu'à 20 semaines si, je cite la loi, le prolongement de la grossesse risque d'affecter de manière significative les conditions sociales et économiques des femmes.
Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose là qui est assez important, c'est-à-dire qu'une femme qui est trop pauvre, qui n'a pas les moyens d'avoir un nouveau bébé, eh bien, elle peut obtenir cette interruption volontaire de grossesse. Voilà. Donc ça, c'est une loi importante. La deuxième loi importante, c'est la loi sur la Commission pour l'égalité des genres, qui elle aussi sera votée dans la première législature. Parce que les femmes sont bien décidées à ce que l'égalité entre hommes et femmes, ce ne soit pas simplement des mots, mais ça devienne une réalité concrète. Or, il faut un mécanisme pour pouvoir contrôler qu'il y ait bien cette égalité qui est inscrite dans la loi, que ce soit mis en place et aussi la favoriser. Alors, cette commission sur le genre, sur l'égalité, on ne dit jamais sexe en anglais, on dit toujours gender. Donc, l'égalité des genres, c'était une loi qui a eu beaucoup de mal à passer parce que l'opposition n'en voulait pas, bien évidemment. Et puis aussi, il y a des arguments qui n'étaient pas qui se tenaient. A été mis en place tout de suite une commission pour le respect des droits humains. La commission pour les droits humains, ça, elle a été tout de suite mise en place et donc les gens peuvent avoir recours à cette commission quand leurs droits ne sont pas respectés. Et alors, il y a des gens qui ont dit, oui, mais enfin, il y a une commission pour les droits humains. Si on fait une commission pour l'égalité des genres, c'est doublon. Et puis, autre argument, mais pourquoi faire ça pour les femmes? On va encore les mettre dans un ghetto. Non, il ne faut pas ça. Et c'est Ruth Mompati, vraiment une femme solide de l'ANC, qui a dit ah non, 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 il faut absolument qu'il y ait deux commissions, une pour les droits humains et une pour l'égalité des genres. Donc cette commission fonctionne. Alors c'est très très compliqué, je ne ferai pas le détail, mais donc cette commission, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut bien sûr vérifier que l'égalité homme-femme soit respectée dans le secteur public, dans le secteur privé. Elle peut faire des recommandations pour la promotion de l'égalité, émettre des critiques, avoir un rôle de vigilance, dénoncer quand ça ne va pas. Et elle ne s'en prive pas, elle fonctionne très très bien, cette commission. Donc voilà, donc les bonnes lois ne manquent pas. Ce n'est pas les bonnes lois qui manquent. Les femmes sud-africaines ont de bonnes lois. Mais évidemment, la grande difficulté, c'est les faire appliquer. Il faut que les femmes les connaissent, ces lois. Alors prenons l'exemple de l'IVG. Les femmes des townships, les femmes dans les zones rurales, elles ne connaissent pas forcément la loi. Dans les zones rurales, elles ne savent pas forcément lire. Pour les femmes dans les zones rurales, trouver un centre d'interruption volontaire de grossesse, il faut faire des kilomètres. Dans les zones rurales, il n'y a pas de transport. Les transports sont très mauvais en Afrique du Sud. Il y a des très belles autoroutes, mais ça, c'est les autoroutes qui ont été faites pour les Blancs. Mais après, le réseau secondaire, disons, ça n'existe pas, puis ça coûte cher. Les femmes n'ont pas l'argent. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a encore évidemment des centaines de milliers d'avortements clandestins. Dans les journaux, constamment, on voit des choses épouvantables, quoi. Le dernier article que j'ai lu, c'était une jeune femme qui avait bu de la limaille de fer pour avorter. Vous voyez, n'importe quoi, bien sûr. Donc, c'est ça le problème. C'est de faire entrer vraiment dans... donc, il y a des problèmes sociaux qui se posent, des problèmes d'infrastructure, des problèmes... Et puis, il y a les préjugés. Les préjugés dans une société machiste comme celle de l'Afrique du Sud... vous connaissez tous, les nombres, on en parle souvent, les viols, les violences faites aux femmes, les chiffres sont absolument accablants, c'est vraiment énorme. On a parlé, il y a eu deux exemples dont on a beaucoup parlé, Oscar Pistorius. Oscar Pistorius est cet homme blanc, médaillé olympique mais paraplégique, qui à la suite d'une dispute avec sa petite amie, tout simplement, elle s'est réfugiée dans la salle de bain, il a tiré, tout simplement. Ou bien il y a, beaucoup plus grave, le cas de viol de Kwesi, c'est le surnom qu'on a donné à la jeune femme, qui a porté plainte parce qu'elle a été violée par Jacob Zuma, par le président. C'était une amie de la famille, elle était chez Jacob Zuma l'a violée et elle a porté plainte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On aurait pu penser que les femmes allaient monter au créneau
et défendre la victime. Eh bien, pas du tout. Les femmes de l'ANC, ont un peu perdu la boule en ce moment, n'ont rien trouvé de mieux que d'aller devant là où se tenait le procès, avec des pancartes et en hurlant « Brûlez la sorcière !» Donc vous voyez, ce n'est pas gagné. C'est loin d'être gagné. Hein. Et Kwesi, cette jeune femme est morte parce qu'elle était aussi malheureusement atteinte, elle avait le sida. Mais enfin, vous voyez un petit peu la difficulté de tout ça. Et puis, comment est-ce que... On pose la question des femmes, de la féminité, mais il faudrait poser aussi la question de la masculinité, la question de la virilité. C'est quoi être un homme? C'est quoi être une femme? C'est une construction sociale, on en est bien conscient. Donc, qu'est-ce qui reste à faire? Mais en Afrique du Sud comme chez nous, c'est l'éducation des enfants. C'est élever les petites filles et élever les petits garçons pour qu'effectivement, ils ne reproduisent pas des schémas qui sont plus à l'ordre du jour. Hein. Les petits garçons, ils ne donnent pas des coups de poing, ils ne soulèvent pas les jupes des petites filles parce que ça ne se fait pas. Tout simplement, ça ne se fait pas. Voilà. Et les petites filles, si elles veulent mettre une jupe, eh ben, elles mettent une jupe. Et les adolescentes, si elles veulent mettre une jupe, elles mettent une jupe. Elles ne sont pas forcées de mettre un pantalon pour éviter de se faire traiter de pute. Ce n'est pas normal. Donc, voilà, il y a tout ça. Eh bien, là c'est comme chez nous. Hein. Il y a rien de... C'est peut-être plus dur encore chez elles, mais même pas, parce qu'il y a aussi des habitudes de lutte. Et donc, effectivement, elles ont réussi à imposer une législation, mais c'est une question qui nous interpelle tous. Est-ce qu'une législation est suffisante? Alors, c'est un point d'appui énorme. Il faut une législation, évidemment. Mais une fois que la législation est en place, il ne faut pas s'endormir. Il faut que cette législation devienne une réalité, ne soit pas remise en cause, soit au contraire améliorée. Hein, parce que la société évolue, parce que les choses évoluent, et on peut toujours, et les lois sont faites pour être améliorées, ou pour avoir des lois auxquelles on n'avait pas pensé, parce que la société n'était pas mûre pour telle ou telle loi. Donc c'est ça qui reste à faire. Donc en Afrique du Sud, comme chez nous, il n'y a pas là, on en est à peu près au même point. Donc voilà, moi j'ai parlé beaucoup longtemps, mais il fallait que je vous dise tout ça si on voulait vraiment comprendre un peu cette lutte des femmes sud-africaines, hein, savoir où elles en sont, savoir comment elles ont réussi à faire tout ça. Et maintenant, eh bien écoutez, moi je vous laisse la parole, donc vous me posez les questions comme vous voulez. Je ne répondrai peut-être pas à tout, mais... voilà. Alors, donc il nous reste un petit peu de temps. Voilà. Je suis restée à peu près dans les temps. Bonjour. Bonjour. Merci pour cette présentation excellente. Simplement, est-ce que ce serait possible d'avoir les transparents 7, 8 et 9 De quoi cette chronologie là? Non, la suite. La suite, 7, 8. Est-ce que tu Ah, peux afficher la suite? pardon. Oui. Hop. Voilà. Donc on arrive à 96 avec la nouvelle. Vous avez eu avant? Oui. Alors attendez. Alors avant, vous y êtes à 76 les émeutes de Soweto. Celle d'après. Choc. Voilà. Donc là c'est 96, donc la nouvelle constitution. Vous savez, ça s'est pas fait en un jour. Hein, il y a eu donc 3 ans de discussion. La Constitution n'a été adoptée qu'en 96 et mise en vigueur en 97. Hein, ce qui veut dire que pendant toute cette période-là, c'était un peu flou, quoi. Hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? La commission Vérité et Réconciliation. Alors, ce que j'ai pas mis en 96 aussi extrêmement important, avec la nouvelle Constitution, il y a l'abolition de la peine de mort. Ouais, je ne l'ai pas mis parce que, bon, on parlait des femmes, on ne peut pas tout mettre, mais c'est quand même important l'abolition de la peine de mort parce qu'il y avait quand même, je ne me rappelle plus du chiffre, mais c'était important, il y avait des gens qui attendaient dans le couloir de la mort, qui attendaient la pendaison. Hein. Et puis, alors ça aussi, c'est une question qui revient très souvent parce qu'il y a un taux de criminalité très important, et évidemment, comme toujours,
ben, y a des gens qui disent ben, on a qu'à leur... ces gens-là ne méritent pas de vivre, etc. Donc c'est toujours en discussion. Mais le gouvernement tient ferme, la peine de mort est abolie et ils n'ont pas du tout l'intention de revenir là-dessus, hein, même si dans l'opinion publique ça tiraille un petit peu. Voilà, donc il y a ça. Alors ensuite c'est un peu plus politique, hein, effectivement, parce que il y a, vous savez, Beki, on lui a demandé gentiment de partir, hein, donc ce qu'il a fait en 2008, chose assez étonnante, hein. Il est mis en minorité et il accepte, il dit ben, je suis mis en minorité, je m'en vais. Voilà. Bon, un peu étonnant. Donc Thabo Mbeki démissionne, il y a un Ralema Motlanthe qui est un président intérimaire, et puis arrive Zuma. Zuma arrive donc en 2009, hein, avec toutes les catastrophes qu'il va faire. Hein. Et puis, il devient donc président de la République. Vous savez que pendant alors là, je l'ai marqué parce que c'est quand même important, en 2012, il y a eu le massacre de Marikana. C'est-à-dire qu'il y a eu une grève dans les mines de platine, une grève qui était illégale, qui s'est très 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 mal passée. Et la police a tiré et a tout simplement tué 37 mineurs. Et aujourd'hui, donc il y a un petit livre que j'ai écrit sur les veuves de Marikana, parce que il y a une commission, Farlam, pour essayer, etc. Mais vous savez, les commissions, ça me prend beaucoup de temps, c'est très long, voilà. Et en attendant, on avait oublié les femmes, quoi, encore une fois. Donc, il y avait des veuves qui se retrouvaient sans revenus, évidemment, hein, qui vivaient dans des taudis épouvantables autour de la mine à Marikana, dans des conditions épouvantables, sans argent, et qui étaient abandonnées là. Et donc, il y a une organisation qui s'appelle Kulumani Support Group, qui s'en est occupée et qui a fait quelque chose d'assez étonnant. Elle les a réunis, elle leur a demandé de parler. Elle leur a demandé aussi, avant de parler, de faire des dessins. Donc, les femmes ont fait des dessins, pour exprimer un peu ce qu'elles avaient. On les a fait parler et c'est absolument bouleversant. Leurs dessins sont magnifiques, leurs témoignages sont absolument bouleversants. Moi, j'avoue que quand j'ai vu ça, j'ai demandé à Kulumani, est-ce que je peux traduire en français? Ils m'ont dit, oui, bien sûr, traduis. Donc, j'ai traduit les témoignages des femmes et pour que le public français comprenne un petit peu cette histoire un peu compliquée, hein, j'ai fait une introduction pour expliquer comment fonctionnait le système des mines, le travail migrant, le recrutement, etc. etc. Voilà, c'est un petit livre que je vous recommande, que j'aime beaucoup, parce que, bon, c'est toute la... c'est ces femmes qui se... Des femmes illettrées, hein, des femmes comme ça qui parlent, quoi, et c'est vraiment très beau. Donc, et oui, ce truc de Marikana, ça a vraiment été quelque chose d'épouvantable. Jamais personne n'aurait pu penser qu'un régime démocratique, enfin, la police puisse tirer sur les mineurs. C'était invraisemblable. Comment? Excusez-moi, je t'en prie. C'est Zuma qui a ordonné de tirer. Ah, c'est pas Zuma. C'est pas Zuma qui a ordonné de tirer. C'est extrêmement compliqué l'histoire. On ne voit pas sa police? Il y a eu un ordre qui a été donné. Bon, c'est la police voilà, la police. Mais la police, elle a bien reçu ses ordres de quelqu'un. Donc, vous n'avez pas tort de dire que c'est Zuma. Sauf que, évidemment, la commission Farlam n'a pas accusé Zuma directement. Elle a d'abord accusé... Alors, c'était une femme qui était chef de la police. Ria Piega. Femme qui était chef de la police. C'est elle qui a donné l'ordre de tirer. Donc vous voyez, moi je suis toujours très réticente quand on dit « Oh les femmes, ça va être beaucoup mieux si on a des femmes. » Je dis « Oh là, il y a trop d'exemples hein, où non, le pouvoir monte à la tête des hommes comme des femmes. Donc il faut être très prudent. » Mais donc elle a été démissionnée, bon d'accord, démissionnée, mais c'est tout quoi. Donc en fait la commission n'est pas finie complètement, ça dure depuis longtemps. Mais surtout, là, pour la première fois, Cyril Ramaphosa, qui est le nouveau président, a dit il faut absolument que les indemnités soient payées aux veuves. Parce que depuis 2012, elles n'ont rien touché. Donc il y en a qui sont retournés dans leur village, il y en a qui sont restés dans les taudis. Enfin bon, c'est pas possible quoi, des trucs pareils. Pas possible. Donc voilà, donc ça c'est pour ça que j'ai lu, parce que c'est vraiment important. Et puis alors vraiment, les élections municipales en août 2016, où là l'ANC en prend plein les dents,
Hein, c'est-à-dire que de plus de 60% aux élections, ben non, ils ont fait 52%. Parce qu'on ne leur pardonne pas leurs erreurs. Hein. Je veux dire, l'ANC a conduit une lutte magnifique, ils ont fait des choses très très bien, mais sauf qu'au gouvernement, ils n'ont pas fait exactement ce pourquoi ils ont été élus. Et les électeurs, hein, ils ont leur bulletin de vote, ils votent. Et donc, c'est quand même important parce que la région du Cap, ils l'ont perdue depuis très longtemps. Et ça, on comprend un petit peu parce que la région du Cap, c'est la région la plus riche. Hein, c'est la région la plus riche. C'est lié à une population blanche quand même habituée à bien vivre, voilà. Donc là, la province est dirigée par l'opposition qui s'appelle l'Alliance démocratique. L'Alliance démocratique, c'était un mouvement, un parti politique qui existait avec un autre nom avant, et c'était des blancs opposés au système d'apartheid, mais qui ne soutenaient absolument pas l'ANC parce qu'ils accusaient l'ANC d'être communiste. Et c'est vrai qu'il y avait une alliance ANC-Parti communiste. Donc voilà, ça s'expliquait un petit peu. Donc l'Alliance démocratique, aujourd'hui, tient toute la province du Cap, les autres, c'est direction ANC, et aux dernières élections municipales, l'ANC a perdu Johannesburg, quand même la capitale économique. Elle est passée à l'Alliance démocratique. Et une autre région, ça s'appelle, alors c'est East London, pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique du Sud. C'était une ville, la ville s'appelle East London, mais ils ont refait, vous savez, des découpages administratifs. Et maintenant, ça s'appelle la municipalité de Nelson Mandela Bay, parce qu'il est de cette région, Nelson Mandela. Donc Nelson Mandela Bay et la municipalité avec, c'est très important, c'est un cœur industriel, c'est là où se trouvent les usines automobiles. Donc il y a vraiment, c'est une ville industrielle, une très grosse ville industrielle, et bien l'ANC a perdu. L'ANC a perdu aussi Mandela Bay. Voilà. Et dans d'autres villes, c'est passé juste. Hein, juste. Donc, c'est vrai que la politique de Zuma n'a pas favorisé les choses. Hein. Alors après, est-ce que le nouveau président va réussir à... Bon, il commence à faire des choses. Quand même, Zuma va passer en justice. Ça, on le sait depuis 2-3 jours. Ramaphosa a fait pression pour que le parquet l'inculpe, parce que quand même, le camarade Zuma a quand même 783 chefs d'inculpation dont il doit répondre. Donc il faudrait peut-être quand même que la justice s'occupe de son cas. Est-ce qu'il finira en prison? C'est une autre histoire, on ne sait pas, on n'en sait rien, hein, la justice va faire son boulot. Mais enfin, il est accusé de corruption, de racket, de blanchiment d'argent et du fameux viol de la jeune femme. Donc ça fait quand même beaucoup. Hein. Mais surtout, racket, corruption et blanchiment d'argent. Ça, c'est quand même grave. Et ça remonte à 1999, les accusations. Donc, bon, mais ça, après, on lave son linge en famille. Hein. C'est à eux de dépatouiller. Et c'est une situation très compliquée quand même. Hein. Très, très compliquée. C'est bien pour ça qu'on parle très peu de l'Afrique du Sud, les gens pas. Autant on entendait autant de Mandela, il était waouh, c'était Mandela. Mais quand ça devient un peu compliqué, on n'en parle plus. Je vous signale qu'il y a une belle exposition à Beaubourg de photos de David Goldblatt sur l'Afrique du Sud. Je ne sais pas si vous le connaissez, je l'ai vu juste après. Non, je pas dans le début. Après, il y a une exposition de photos de David Goldblatt. Qui est, oui, bien sûr, c'est photos. Oui. Il y a entre autres des photos beaucoup sur les mineurs. Oui, absolument. De l'or et de platine. Oui. Je vous conseille d'aller la voir parce qu'elle est très, très intéressante. C'est quelqu'un qui est d'Afrique du Sud. Quoi. Oui. Oui, c'est un très grand photographe. Donc, prenez le temps parce que il faut écouter les commentaires du photographe. Il commente ses photos et c'est vraiment très intéressant. Oui, absolument. Il y aura également à Arte une belle exposition de photos de Jürgen Schadeberg, j'en profite pour le dire, c'est dans le programme, qui a été le photographe
de cette période. Oui, il était dans les années 50. Tout à fait. Et qui exposera ici à l'IGRA. Voilà. La page 9. La dernière page. Ah, pardon. Non, c'est là. Tchoc. Alors. Eh ben voilà, voilà ce que je vous dis, hein, que oui, il va être le candidat de l'ANC, et donc aux prochaines élections. Bon, il y a de fortes chances pour que, l'ANC, enfin bon, je ne vis pas dans le mar de café, hein, mais je pense que l'ANC passera parce que l'opposition a de graves difficultés. Parce que je vous parlais de l'Alliance démocratique, c'est donc, à l'origine, ce sont des Blancs qui étaient contre l'apartheid, et donc, ce qu'on reproche à ce parti, c'est d'être un parti pour les Blancs. Alors, ils ont dit, c'est pas grave, on va nommer comme secrétaire général un Noir. C'est donc un dénommé Mehman qui est secrétaire général de l'Alliance démocratique. Sauf qu'ils ont des problèmes de corruption, eux aussi, et par exemple, la maire du Cap, qui était Patricia Delille, vient d'être exclue du parti de l'Alliance démocratique. Donc vous voyez, eux aussi ont des problèmes. Et dans la... Alors il y a aussi un groupe dont on parle un peu, parce que c'est quand même un petit peu des... Bon, ils mettent un peu de couleur dans tout ça, hein, dans toutes ces affaires. C'est le parti de Julius Malema, c'est-à-dire The Economic Freedom Fighters, c'est-à-dire les combattants de la liberté économique. Alors, Julius Malema, c'est un personnage quand même assez extraordinaire. C'est un ancien de l'ANC. Sauf qu'à l'ANC, il s'est fait virer parce qu'il était insupportable, enfin bref. Il se fait virer de l'ANC, il dit c'est pas grave, je fais mon parti. Et il forme donc ces combattants de la liberté en disant à l'ANC, vous êtes tous des pourris, voilà, nous ce qu'on veut maintenant, c'est la liberté économique, en quoi il n'a pas complètement tort. Et il dit, de toute façon, c'est pas compliqué, il faut nationaliser les mines, nationaliser les terres, on nationalise tout et tout ira bien. C'est un peu radical hein, comme programme. Et non seulement ils ont un programme très radical, mais ça remue un petit peu hein, les gens qui risquent de s'endormir, là il les remue, hein, Julius Malema. Et comme ce sont des jeunes essentiellement assez rigolos, ils ont dit, nous, on est élus au Parlement, mais il est hors de question qu'on mette une cravate bourgeoise. Et donc, ils vont au Parlement avec une salopette de travail rouge, évidemment, et un casque de chantier rouge. Donc, quand le groupe parlementaire des combattants de la liberté arrive, et là, on le voit. Hein. Donc, ils arrivent et ils fichent une pagaille pas possible. Ils se sont battus quand même. Hein. Il y a eu quand même des choses. Alors, bien, c'est vrai qu'avec Zuma, qui était absolument exécrable, enfin, des choses affreuses, on comprend un peu. Et alors là, le Cyril Ramaphosa, qui est quand même l'homme le plus riche d'Afrique du Sud, c'est vrai, mais qui est quand même un personnage intelligent, parce qu'il a été syndicaliste, il a mené en 1987 la grande grève des mineurs, il a participé aux négociations entre 91 et 94, c'est bien pour ça qu'il est riche, hein, parce qu'on l'a choisi pour être lui aussi devenir un capitaliste noir, puisque évidemment le système économique c'est un système néolibéral, et donc évidemment un système capitaliste. Donc vous ne pouvez pas avoir que des capitalistes blancs, il faut des capitalistes noirs. Ben, il y a des capitalistes noirs, donc on est toujours au capitalisme, quoi. Hein, bon, voilà. Mais c'est important quand même à voir comment ils ont évolué, comment ils ont fait, parce que c'est vrai que moi j'entends parfois des journalistes qui disent l'ANC, le parti marxiste, mais il n'a jamais été marxiste, l'ANC. Jamais été marxiste. C'était un mouvement de libération. C'était la lutte de libération. Après qu'il y ait eu des alliances et que l'histoire d'Afrique du Sud fait qu'il y a eu un parti communiste fort qui a joué un rôle très important dans la lutte et qu'il y a une alliance, c'est une chose. Mais enfin, et pareil, il y a eu une émission récente sur France Culture où on nous dit « Ah, eh ben oui, pour l'enterrement du 6 septembre, eh ben,
cette militante communiste, mais elle n'a jamais été communiste, c'est que ce truc. Et de dire qu'à la veillée funèbre de Dulcie September, c'est les communistes qui ont veillé à la... Comment maintenant c'est devenu un théâtre, à la Maison des Métallos. Mais enfin, moi j'y étais quand même, il y avait 10 000 personnes, mais il y avait, je vous assure qu'il y avait vraiment toutes sortes de gens. Enfin, je veux dire, pourquoi les journalistes disent des trucs absurdes finalement. Et ça trouble beaucoup les gens qui ne connaissent pas bien l'Afrique du Sud. Dire ah ouais, mais quand même c'était marqué. Ben non, le Mozambique, oui, ça d'accord. Le Frélimo, c'était un parti marxiste. En Angola, c'est un parti marxiste qui a pris le pouvoir. Mais il le disait, c'était écrit, on le savait. Tandis que l'ANC, c'est un mouvement de libération. Et donc, qui acceptait tout le monde. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des choses qui étonnent un petit peu. Mais les églises ont joué un rôle très très important dans la lutte contre l'apartheid. Très important, parce que qui éduquait les Noirs? Les écoles de mission. Et quand on a mis en place l'éducation bantou, il y a des curés, bon, appelons-les comme ça, qu'ils soient méthodistes, peu importe la dénomination, mais enfin, il y a des tas d'écoles de mission qui ont dit « mais comment ça, on n'a pas le droit, mais nous on continue ». Résultat, il y a des tas de prêtres qui se sont, alors qu'ils soient anglicans ou autre chose, ou méthodistes ou catholiques, qui se sont retrouvés en prison, évidemment. Ils ont joué un rôle très très important dans la lutte de libération. C'est pas pour rien qu'il y a un aumônier à l'ANC, un aumônier qui a perdu qui a lui aussi a eu une lettre piégée, il a perdu la main. Donc voilà, donc c'est une lutte qui est quand même très particulière, et si on ne connaît pas trop, si on plaque un petit peu des idées toutes faites comme ça, on ne comprend pas bien tous ce jeu, ces alliances, etc. Merci beaucoup, Jacqueline. J'ai des questions. Oui, il y a monsieur. Oui, il y a monsieur là. Ouais. Oui, bonsoir. Donc je voulais revenir justement sur les femmes. Vous disiez justement qu'il y avait le socle des lois qui existent. Bon, moi je pense qu'il y a un problème de volonté politique, et je voulais savoir l'impact des traditions vis-à-vis de la volonté politique pour faire respecter les droits des femmes. On sait que Zuma était polygame, on sait les soucis qu'il y a eu pour le sida, pour faire appliquer un maximum d'hygiène, tout ça dû aux traditions sud-africaines. Je voulais savoir dans quelle mesure, je pense, ces traditions freinent la mise en place à l'application des lois. Alors, pour faire vite sur un sujet extrêmement important, la Contralesa, c'est-à-dire, ça voulait dire, c'est la réunion des chefs coutumiers. Les chefs coutumiers ont participé à l'élaboration de la nouvelle constitution. Les chefs coutumiers sont reconnus, et les chefs coutumiers, là, vont jouer un rôle très important si, effectivement, il y a une redistribution des terres. Ça va être très important. Et les coutumes continuent. Par exemple, la lobola, qui est la dot. Un homme qui se marie doit payer une lobola à la famille de la mariée. Alors, dans le temps, c'était des éleveurs, ça se payait en bétail. Aujourd'hui, ça se paye en monnaie sonnante et trébuchante. Donc, il y a des hommes qui s'endettent pour payer la lobola. Donc, les coutumes, elles sont très prégnantes. Mais par rapport à la lutte contre le sida, ce n'est pas les chefs coutumiers qui ont été les pires. Parce que les chefs coutumiers ont été... il y a eu une politique quand même assez intelligente qui a été faite d'inclure dans la lutte contre le sida les sorciers, pour aller vite. Et donc, les sorciers... Quand c'est bien fait, malheureusement pas partout, mais il y a eu cette volonté d'inclure les sorciers dans les traitements pour le sida. Par exemple, vous savez, chez les Kossa, les garçons sont circoncis. Et c'est une coutume, dès qu'ils sont à l'adolescence, il y a l'initiation, il y a la circoncision. Ah, évidemment, avant, circoncision, on faisait ça à une lame de rasoir pour 10 gamins, quoi. Et alors là, on a expliqué, on a dit non, vous prenez une lame de rasoir par individu parce qu'il y a cette contamination, sida, enfin, etc. On les a inclus dans l'affaire. Et alors, effectivement, si Zuma est polygame, c'est parce que le mariage polygame est reconnu. Est reconnu. Et ça a été inclus parce que c'est important pour les droits des femmes, parce qu'en cas de répudiation, si le mariage polygame n'est pas reconnu comme le mariage civil, les femmes perdent leurs droits. Donc vous voyez,
C'est compliqué, quoi. Pour que les femmes ne perdent pas leurs droits, il faut qu'elles reconnaissent qu'elles ont été mariées sous le régime de la polygamie. Mais oui, on est un pays africain, hein, la coutume, elle a de l'importance. Monsieur qui lève la main depuis longtemps. Ouais, ce que je voulais dire, c'est pour revenir aux élections qui vont avoir lieu, ce qui apparaît, c'est qu'il y a trois groupes, enfin il y a des groupes politiques. Moi, j'étais l'année dernière en Afrique du Sud. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a une misère absolument. Pardon? Il y a une misère quand même qui est très importante. Et ils subissent une émigration, parce qu'il y a beaucoup, on parle toujours d'immigration vers le nord, mais en fait, ils ont une énorme immigration, et ça se voit, ça saute à la figure. Ah bah bien sûr. Je veux dire que, et à leur conclusion, il y a des protections complètement folles. Autour des maisons, il y a des fils électriques. Il y a toujours eu ça. Il y a des choses absolument terribles. Donc on a l'impression que c'est mal maîtrisé, qu'il y a des gens qui font tourner le pays, et puis à côté, il y a plein de gens qui sont complètement exclus. Oui. Mais le problème de l'immigration, c'est un véritable problème parce que, effectivement, ça, vous savez, c'est partout pareil. L'Afrique du Sud, quand l'Afrique du Sud s'est débarrassée de l'apartheid, dans l'imaginaire, c'était devenu le paradis. Et donc, vous aviez des Nigérians qui habitent. Alors, les Nigérians, eux, c'est particulier. Les Nigérians, eux, depuis très longtemps, sont en Afrique du Sud et c'est la mafia. Donc la prostitution et la drogue, c'est les Nigérians. Et ça, depuis très longtemps. Il y a les Congolais. Il y avait les Zaïrois. Il y a un quartier de Johannesburg, depuis très longtemps, qui est un quartier zaïrois. Mais avec ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, évidemment, il y a une énorme immigration de Congolais. Hein, donc quand on va dans la région du Cap, par exemple, si vous demandez un guide, vous avez toutes les chances de tomber sur un Africain francophone, venant soit de la République démocratique du Congo, soit d'un autre pays. Et pour eux, et il y a beaucoup d'étudiants qui vont faire leurs études en Afrique du Sud aussi. Et puis alors, il y a aussi le Zimbabwe, alors quel pays frontalier, et là, il y a plus d'1 million de Zimbabwéens qui sont en Afrique du Sud. Et là, ce sont alors soit des gens très éduqués, parce que Mugabe, avec tous ses défauts et tout ce qu'on peut dire de mal de lui, avait une éducation qui fonctionnait bien, donc il y a beaucoup de médecins. Et donc les médecins du Zimbabwe qui ne peuvent pas exercer, parce que bon, plus rien ne fonctionnait au Zimbabwe, pour aller vite, sont partis en Afrique du Sud. Mais vous avez aussi des ouvriers agricoles qui, à Bretton Bridge, c'est la frontière avec le Zimbabwe, les gens, il y a des illégaux, quoi, il y a plein d'illégaux. Donc c'est un vrai problème. Ils ont du mal à maîtriser l'affaire, hein. C'est compliqué. Mais le problème de l'immigration, il ne faut pas se faire d'illusions. Le problème de l'immigration, c'est un problème mondial. Et de toute façon, là où il y aura un pôle qui va attirer les pauvres, il y aura des migrations. Ça, c'est évident. Et c'est ce qui se passe pour l'Afrique du Sud. Hein. Pour l'Afrique du Sud, ils ont énormément d'immigrants. Alors ça se passe mal, hein, parce qu'en 2008, il y a eu quand même des émeutes. C'est-à-dire qu'on a brûlé, qu'on a assassiné les Éthiopiens, les Érythréens, enfin tous ces gens-là qui étaient là. Ça s'est très très mal passé. En 2008, c'était l'horreur. On a brûlé les échoppes des petits commerçants, parce que c'est toujours pareil, c'est toujours le même système, c'est toujours les mêmes stéréotypes qui viennent. Il vient là, comment ça, il a une petite boutique, il a de l'argent, moi j'ai pas de boulot, c'est pas juste, etc. Et puis plop, et puis voilà, et puis ça met le feu au poudre. S'il n'y a pas une volonté politique d'expliquer les choses, non, on a laissé un peu les gens rentrer comme ça, donc ça pose de vrais problèmes. Vraiment des gros problèmes, l'immigration. Ouais. Et ils maîtrisent mal, hein, mais... J'ai l'impression que ça va rester comme ça, c'est difficile, hein. Quand on n'a pas les clés, quand on est Oui. quelques semaines dans un pays, même si on est dans le pays, on fait autre chose que de se balader, faire des ouais. Mais il y a des choses qui sautent aux yeux, hein. Voilà, c'est ça. Oui, des choses qui sautent aux yeux. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, vous avez évoqué tout à l'heure le sida. Pouvez-vous nous dire un petit peu où en est le pays par rapport à le sida? Parce que ça me semblait quand même poser un certain nombre de problèmes. Je ne sais plus si c'était au niveau de Zuma ou du précédent président, qui était un peu dans le déni. Donc, non, alors, la chose... Et puis, il y a une deuxième question, c'était au sujet un peu de où en est un peu le Black Empowerment, on dit un peu la prise de pouvoir de Noirs dans les entreprises, et l'accès à l'université également, puisque là, il y avait effectivement un retard à combler.
Et comment ça se passe pour les garçons d'une part, pour les filles d'autre part? Parce que je crois aussi que les conditions sont un petit peu différentes. Voilà. Merci. Oui, donc là, il y a quand même beaucoup de sujets, là, vous abordez. Alors, le problème du sida, paradoxe, encore en Afrique du Sud, vous savez que c'est Thabo Mbeki qui niait, hein, qui était dans le déni, et qu'il disait, le sida, c'est pas un virus, c'est la pauvreté, etc. Et puis, avec sa ministre qui avait été surnommée Madame Betrave, docteur Betrave, parce qu'elle disait, le sida, c'est pas compliqué, les antirétroviraux, faut pas prendre, il y a des effets secondaires. Si vous mangez de la betterave, avec de l'ail, du jus de citron, de la patate africaine, là ils ont une espèce de patate douce, impec, pas de problème. Bon, évidemment, ça n'a pas réussi. Donc, Thabo Mbeki a nié, il y a eu des problèmes immenses, puisque certains militants qui luttaient pour l'accès aux médicaments ont voulu à un moment donné que Mbeki soit traîné devant le tribunal pénal international, hein, pour crimes contre l'humanité. Finalement, vous avez... Bon. Et alors, le paradoxe, c'est que c'est sous Zuma que la lutte contre le sida a vraiment pris son essor, qu'il y a maintenant plus de 2 millions de malades qui sont sous antirétroviraux, qu'ils espèrent en mettre encore plus, et il y a quand même 5 millions de personnes qui sont encore infectées. Donc, ce qu'ils veulent, ils ont donné des... Alors, je ne veux pas m'avancer trop et vous dire de donner des chiffres, mais enfin, ils ont fait des étapes et effectivement, ils sont en train de... Cette épidémie de sida est en train de régresser d'une manière assez importante. Donc ça, et ça, sous Zuma, qui... je ne sais pas si vous avez vu des caricatures de Zuma, et vous savez, les caricatures de Zuma, il y a toujours une pomme d'arrosoir, pas une pomme d'arrosoir, une pomme de douche sur la tête. Oui. Il est toujours représenté avec sa pomme de douche partout où il va, même s'il est en costume zoulou, il a la pomme de douche, même s'il a le costume cravate, il a la pomme de douche. Vous savez pourquoi? Eh bien parce que quand il a été au procès de sa malheureuse Kwesi qui avait été violée, elle a le sida. Et donc à un moment donné, il y a des journalistes qui ont dit « Mais monsieur le Président, est-ce que vous avez eu un rapport protégé ?» Et Zuma, tout sourire, a répondu « J'ai pris une douche après. » Et donc, c'est pour ça qu'il a toujours sa pomme de douche sur la tête. Voilà. Donc ça, le problème de la révolte des étudiants, hein, ça vous parliez, oui, ça a quand même secoué le pays beaucoup, parce qu'il y a des étudiants qui ont protesté. Alors déjà, ils ont protesté, vous savez, ça a commencé à l'université de Rhodes. Parce que cette université qui se trouve dans la région du Cap a été payée finalement par Cecil Rhodes, ce colon britannique est arrivé et qui est devenu le magnat des mines, etc., qui a fait plein d'argent, et qui, dans sa grande générosité, a fondé une université. Et donc, sa statue est à l'entrée de l'université. Et puis, les étudiants noirs, ça leur a monté un petit peu, ça leur a un peu énervé. Ils ont commencé à mettre des excréments sur la statue, une statue qui pue. Et puis ils ont obtenu qu'on déboulonne la statue et que Rhodes aille être rangé quelque part. Et puis, il y a quand même un problème, c'est le problème des droits universitaires. Parce que, malgré tout, l'école est toujours payante en Afrique du Sud. Même les parents des écoles primaires doivent payer des frais de scolarité. Et alors, évidemment, le problème, c'est que si vous faites une école c'est facile à comprendre, si vous avez une école dans un township où les gens ne gagnent pas d'argent, les school fees, les frais de scolarité vont être très peu chers, parce que les parents ne peuvent pas payer plus, de toute façon, on ne va pas leur demander. Donc on va leur demander une petite somme dérisoire. Et cette petite somme, elle sert à ce que servent les frais de scolarité un peu partout, c'est-à-dire à acheter du matériel, à faire des... Bon, mais s'il n'y a pas de rentrée, évidemment, il n'y a pas d'amélioration au niveau du matériel scolaire, des outils pédagogiques, donc, effectivement, c'est très injuste. Et par contre, ceux qui ont les moyens... Alors, ça rejoint le fameux Black Economic Empowerment, c'est-à-dire que cette nouvelle bourgeoisie noire qui vit bien va mettre ses enfants
bien évidemment, d'abord, ils vont plus vivre dans la township, ils vont quitter la township, ils vont aller vivre, maintenant ils peuvent aller vivre où ils veulent, ils vont aller vivre en ville. Et leurs enfants, bien évidemment, ne vont pas aller dans des écoles pourries. Ils vont les mettre dans des écoles privées payantes. Et donc, ça pose un vrai problème. Et c'est vrai que les étudiants ont posé la question des frais universitaires, et là, ils ont gagné, finalement, parce que ça a quand même chauffé sérieusement. Ils ont gagné parce que, est à l'étude, les frais universitaires pour les étudiants de première année, pour les parents des étudiants qui, alors ils ont fixé, vous savez, des barèmes. Des barèmes. Donc, si les parents ne dépassent pas annuellement un certain revenu, les étudiants ne paieront pas de frais de scolarité. Donc ça, c'est pas mal. Mais c'est bête un peu la charrue avant les bœufs. Parce que il faudrait que l'école primaire soit gratuite et de bonne qualité. Et là, c'est un gros problème, quoi. C'est vraiment un gros problème. Il y a encore un drame épouvantable qui vient d'arriver, mais qui est une horreur. Il y a 4-5 ans, il y avait un petit garçon, une école primaire dans une zone rurale, qui est tombé dans les latrines. Et il est mort. Il est tombé dans les latrines, il est mort. Donc ça a fait un scandale, pas possible. Le procès est en cours, là, en ce moment. Et patatras, il y a 15 jours, il y a une petite fille qui est tombée à nouveau dans les latrines et qui est morte. Donc là, Cyril Ramaphosa, qui a l'air de vouloir faire un peu remuer un peu les choses, a sommé sa ministre, parce que là aussi c'est une femme qui est ministre de l'Éducation primaire, et c'est pas une lumière, et il lui a dit il faudrait peut-être quand même que ces écoles qui n'ont pas de toilettes correctes, il faudrait que ce serait grand temps qu'ils en aient, quoi. Il faudrait peut-être se secouer un petit peu. Donc vous voyez, il y a quand même des problèmes socio-économiques graves, quoi, graves, et une disparité énorme. Évidemment, quand on va en Afrique du Sud en touriste, on a le droit d'y aller, et puis c'est un pays très beau, donc j'encourage tout le monde à y aller, c'est vrai que c'est très très beau, mais c'est vrai qu'il faut ouvrir grand les yeux, quoi, et puis essayer de sortir un peu des sentiers battus, et si vous allez dans les townships, eh ben ouais, il faut vraiment être volontairement aveugle, parce que quand vous débarquez au Cap, vous débarquez au Cap, les aéroports sont en dehors des villes, normal. Donc l'aéroport du Cap est en dehors de la ville. Et pour rejoindre le centre-ville, vous êtes obligé de passer le long de la mer, et le long de la mer, vous longez Khayelitsha. Et vous apercevez bien quand même que ce n'est pas des maisons vraiment, quoi. Il y a certains quartiers où ce sont des maisons. Par exemple, à Sloan, c'est une petite bourgeoisie noire, voilà, c'est dont ils ont des maisons. Mais vous avez Khayelitsha où il y a encore des baraquements. Et puis vous avez cet exode rural. Donc les gens arrivent, on construit des maisons. Il y a des maisons qui ont été construites, il y a eu des choses qui ont été faites. Il y a eu des adductions d'eau qui ont été faites. C'est vrai qu'il y a eu des choses qui ont été faites. Mais le problème, c'est que vous avez l'exode rural, et puis après, alors aujourd'hui, avec le problème de l'eau, on avait un problème énorme au niveau du Cap, c'est qu'au Cap, il n'y a plus d'eau. Et que d'une manière générale, en Afrique du Sud, tout le monde le sait, tous les géographes le savent, tous les experts le savent, c'est un pays qui n'a pas beaucoup d'eau. Or, qu'est-ce qu'on a fait en Afrique du Sud? On a fait des mines. Et quelle est l'industrie qui utilise de l'eau à fond la caisse? C'est les mines. Et qu'est-ce qu'ils rejettent? Et ce sont des eaux acides. Donc dans la région de Johannesburg, vous avez des zones, des nappes d'eau qui sont polluées. Et au Cap, on sait très bien qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, quoi. Et donc l'eau, il n'y a pas que les Sud-Africains, je crois que tout le monde avait cette idée que l'eau c'était un bienfait du ciel, qu'il pleuvait, c'était bien, on ramassait l'eau, plouf, et voilà, on pouvait utiliser. On s'aperçoit aujourd'hui que non, l'eau c'est un bien commun, mais il faudrait peut-être qu'on fasse attention à ne pas la gaspiller, quoi. Et ça, c'est une vraie question. Mais les Sud-Africains vont être confrontés à cette question-là, qui est quand même gravissime. Hein. Alors, 50 litres d'eau par jour et par habitant au Cap. Hein, c'est là, ouais. Alors là, laissez-moi rire. Parce que dans les townships, ce n'est pas 50 litres d'eau qu'ils ont. C'est 10 litres, 20 litres qu'ils vont chercher. 50 litres d'eau, s'ils avaient 50 litres d'eau
Wow, ça aurait été génial. Alors la question que je me pose, parce que je ne suis pas allée au Cap du Plan, est-ce que les piscines privées sont toujours pleines? Ça, c'est une question que je me pose. Parce qu'il y a plein de maisons qui ont des piscines privées, donc ils utilisent l'eau. Alors je ne sais pas, j'avoue, je ne sais pas. Mais la question de l'eau, c'est important. Donc la question aussi du Black Economic Empowerment, bon, ça a fonctionné, c'était pas si mal comme idée. Il fallait réparer les injustices qui avaient été faites. Sauf que qui a profité de cet enrichissement? Ceux qui étaient proches du pouvoir et ceux qui savaient. Et donc, il y a toute une partie de la population noire qui est laissée pour compte. Donc là, ils sont en train de réfléchir à réajuster, ils s'aperçoivent bien que ce n'est pas exactement ça qu'ils auraient dû faire. Mais, disons pour les, non pas les exempter, mais vous imaginez un peu le boulot dans lequel ils se sont retrouvés en 1994 quand ils ont eu le pouvoir. C'était des montagnes, des montagnes. Et il ne faut pas rêver, ça va avancer, on ne sait pas trop comment, mais ça va demander des générations avant que vraiment ces inégalités, mais énormes, disparaissent, s'atténuent peu à peu. Ça va demander un temps fou et une volonté politique. Et c'est là le problème. C'est la volonté politique. Parce que si les gens qui sont au gouvernement se contentent de gérer les affaires pour que l'économie de marché marche bien, bon, évidemment, il y aura a trickle, comme on dit en anglais. Ouais, ça va ruisseler. Mais ça ne va pas beaucoup ruisseler. Donc ça, c'est un vrai problème. Mais ça, c'est un problème politique. Ils se sont confrontés avec ça. Jacqueline, merci beaucoup. Je vous propose une dernière question. Le débat est riche et intéressant, mais le temps passe. Moi, j'ai une petite question, justement, pour revenir aux femmes aussi. Que pensez-vous du rôle qu'a eu Winnie Mandela et la manière dont elle a été un peu écartée du pouvoir Il faudrait faire une conférence sur Winnie Mandela, c'est très compliqué. Non, mais rapidement. Mais rapidement, Winnie Mandela était un personnage hors du commun. Moi, je serais bien la dernière à lui jeter une pierre, parce que celui qui n'a plus jamais péché lui jette la première pierre, pas mon cas, donc on ne le ferait pas. Elle a bouffé de la vache enragée, il ne faut pas se faire d'illusions. Quand son mari s'est retrouvé en prison, c'était une toute jeune femme. Qui a été harcelée par la police, qui a été arrêtée, à qui on a fait des mille misères. Sauf qu'elle a été très mal conseillée. Et que... Alors, c'est presque en avant-première que je vous le dis, puisqu'il y a un livre qui va sortir d'une journaliste hollandaise sur le meurtre de Dulcie September, le meurtre de Chris Hani et le meurtre d'Anton Lebowski, qui était un responsable en Namibie, et vraiment, elle n'est pas très gentille avec la famille Mitterrand. Elle n'est pas très gentille avec un dénommé Alain Guénon, qui a servi de conseiller à Winnie Mandela. C'est-à-dire qu'elle a été pourrie, quoi. On lui a donné beaucoup d'argent. Et elle n'obéissait. Moi, je me souviens du trésorier qui est venu ici à Arcueil, quand ça a commencé à aller très mal, avec l'histoire de l'assassinat du petit garçon de Stompie. Et là, il y avait avec les amis sud-africains qui sont là, on en a encore reparlé de cette affaire, parce que ça... Jacqueline, vous peut-être dire par les jeunes qui étaient la garde de Winnie Mandela. De quoi? L'assassinat par des jeunes qui étaient la garde rapprochée de Winnie Mandela. Qui était autour de Winnie Mandela. Il y a l'assassinat d'un jeune garçon par son équipe de foot. Elle avait soi-disant une équipe de foot qui était plutôt des gardes du corps et qui n'étaient pas des gens très, très sympathiques. Donc ça, c'est extrêmement... Ça, évidemment, ça a été un choc. Mais Winnie Mandela a quand même été une égérie de la lutte anti-apartheid. Bon, aussi. Mais elle n'était pas dans la norme, elle n'était pas une adhérente de l'ANC qui obéissait à l'ANC. Les gens de l'ANC disaient, mais Winnie Mandela, on ne peut pas c'est Winnie Mandela, quoi. Et donc, effectivement, il y a eu des dérapages quand même graves, puisqu'il y a eu quand même la mort de ce petit garçon, probablement d'autres encore. Donc,
voilà, ben Winnie Mandela reste quand même un personnage important. Elle est toujours invitée quand il y a des cérémonies officielles, etc. Elle est là, elle a fêté ses 80 ans, je crois. Il y a eu une cérémonie pour... voilà, donc c'est difficile, c'est vraiment le genre de personnage totalement hors du commun, voilà, et qui a mené son chemin un peu en dehors de... Bon, autant Dulcie September, c'était une militante de l'ANC, hein, autant Winnie Mandela, c'était pas une militante de l'ANC. Elle a mené, voilà, elle a fait ce qu'elle voulait faire. Donc, voilà, je pense qu'elle finira pas ses jours en prison, hein, je crois pas. À moins que... Mais je pense pas, je pense qu'elle mourra de sa belle mort, voilà. Et ce sera une héroïne quand même de la lutte. Mais elle est responsable de la catastrophe de la Ligue des femmes, de l'ANC. Parce qu'elle a été... Ils l'ont choisi, comme ils ont choisi Zuma comme président, les femmes ont choisi à un moment donné Winnie Mandela comme dirigeante. Et ça s'est très très mal passé. Très très mal passé. Donc voilà. Et ça, on ne peut pas empêcher dans un mouvement qu'il y ait des personnages comme ça, un petit peu extravagants. Si je peux dire juste un mot, moi je pense une des leçons d'Afrique du Sud, comme ailleurs, c'est que ne naît pas sur une dictature et un régime d'apartheid une démocratie spontanée. C'est même assez étonnant de lire la constitution de l'Afrique du Sud actuelle, ce que tu as souligné, de voir que l'ANC, mais parce que c'était un regroupement aussi démocratique finalement, avec des syndicalistes, avec des partis politiques, avec des associations, cet étrange mélange entre la religion et le combat politique qui est quand même assez difficile à comprendre pour nous, en tous les cas en France, bon, ça a quand même donné un niveau très élevé. Et puis, Mandela, beaucoup des prisonniers politiques qui l'entouraient, dans les premières années, vraiment affiché le cap après l'apartheid. Mais quand même, pour moi, très vite, ce système... Enfin, moi, je suis allé en Afrique du Sud, je ne sais plus si c'était en 98 ou 99, à Soweto, à Sloan. À Sloan, j'étais très impressionné parce qu'on m'expliquait combien il y avait de points d'eau, combien il y avait de maisons qui avaient l'électricité, et il y avait un graphique, année par année. Enfin, je me rappelle le socialisme, les soviets et l'électricité, mais là-bas, l'objectif, c'était des maisons avec l'électricité. À Soweto, quand j'y suis allé, il y avait 2 points d'eau, c'est-à-dire que on faisait des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Enfin, c'était le côté sympathique, on parlait autour des points d'eau, mais enfin, c'était terrible. On parlait d'hygiène, il y avait des cabanes, il n'y avait pas d'eau courante dans des espèces d'infirmeries. Enfin, voilà. Donc, le chemin était immense, mais ce chemin, il n'a pas généré non plus, il a aussi généré des gens qui se sont dit, il y a des nouvelles opportunités, j'en profite. Et c'est vrai qu'on a bien développé un capitalisme noir qui a pris la place en partie, puisque le capitalisme blanc vit bien encore là-bas, mais qu'il y a eu un ralentissement, disons, de l'effort d'émancipation et de bénéfices pour les populations qui... Mais bon, je ne connais pas beaucoup de pays où une révolution ne s'est pas faite dans ces chaos et puis cette confiscation assez vite du pouvoir. Hein. Mais c'est quand même une histoire. Ce qui est étonnant, c'est qu'on n'est plus à ce point. Je pense que leur bataille contre l'apartheid était si puissante et si grande qu'ils ont pu, dans un pays quand même très illettré, affirmer des ambitions que notre pays démocratique oubliait quand même d'affirmer depuis longtemps aussi. Hein. C'était étonnant ces années 90, fin des années 90, de se dire finalement on était nous un peu à la traîne des revendications. La réalité sociale, c'était bien autre chose. Mais voilà. Moi, je voulais dire ça parce que c'est vrai qu'on n'imagine pas, mais combien de cadres, il y avait des cadres de l'ANC très, très cultivés, Dulcie en faisait partie, il y avait des cadres qui n'étaient pas cultivés du tout, qui n'avaient quasiment jamais été à l'école non plus. Enfin, je pense qu'il faut regarder avec les traces de l'apartheid qui ont une profondeur incroyable. Et même si Mandela avait eu 35 ans ou 40 ans en sortant, je ne sais pas comment il aurait pu tenir l'impulsion qu'il a donnée lorsqu'il a été élu président, par rapport aux forces qui essayent à chaque fois d'accaparer le pouvoir, l'argent, enfin, ce sont des mouvements qu'on voit souvent un peu partout.
pour ce mot de la fin. Je vous rappelle que merci beaucoup Jacqueline en tous les cas pour cette intervention très riche.